Les critiques nous aident à nous améliorer. Les critiques même, là, c'est carrément une autre entité de ton travail. Tu penses peut-être maîtriser, mais tu ne maîtrises pas tout. Vous avez fait quand même plusieurs business et vous avez échoué. Voilà. On a échoué lamentablement. Je trouve peut-être que c'était des moments d'apprentissage. Qu'est-ce qui a causé ces échecs? Moi, je ne vais pas dire échoué. On a eu tellement d'expérience finalement. C'est à quel moment vous voyez le déclic pour dire il faut qu'on entreprenne ensemble et qu'on organise un peu les choses dans notre couple pour entreprendre? Bon, c'est un délègue à moi, c'est moi, il y a une femme au foyer. Ah bon? Je pense que les choses se sont faites naturellement. On avait vraiment les moyens de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et on avait les moyens aussi de pouvoir prendre un prêt. Et à côté de cela, on avait d'autres business qu'on faisait. Abraham, ta partie arrive. Hein. Mais pour parler de Dabali, je me rappelle ce jour-là. Je sais pas dans quel coup. Je crois qu'il m'avait envoyé. Je t'ai envoyé les premières photos des Oscars. Les Oscars. Et quand j'ai vu, je sais pas, mon cœur fait boum. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'investisseur africain. Le podcast qui veut mettre en lumière des investisseurs, des entrepreneurs, des personnalités africaines et africains qui vont vous inspirer par leurs histoires, par leurs secrets, par leurs réussites et aussi par leurs succès. Aujourd'hui, je reçois des entrepreneurs d'exception. Pour moi, ils font partie de la crème de la cerise sur le gâteau des meilleurs entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire. Quand je vous parle de Dabali Express, je pense que vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, ils sont à la base. Ce sont les fondateurs de ce beau projet, de la meilleure entreprise de restauration en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes fabuleuses, des personnes inspirantes, des personnes que je côtoie régulièrement. Je peux voir leur sérieux et surtout leur engagement dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas les entrepreneurs sans entreprise. Eux, ils font et ils changent les choses. Et ils ne sont pas venus seuls aujourd'hui. Ils sont venus avec leur DGA, avec leurs amis, avec leurs collègues, avec leurs associés. Aujourd'hui, on parlera de la naissance de ce projet. Parce que vous savez, vous voyez Dabali Express aujourd'hui, vous vous dites « Waouh, c'est une bonne entreprise, c'est bien, le nourriture est douce, parfois c'est pas doux et tout ce que vous voulez. » Mais vous ne savez pas comment ça a commencé, qu'est-ce qui a été fait à la base et comment aujourd'hui ils ont pris l'idée et qu'ils l'ont transformé en projet et en une entreprise prospère. Et ce n'est que le début. On parlera de financement, on parlera de collaboration, de travail en couple aussi, et puis de comment faire grandir une entreprise. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, abonnez-vous et aidez-moi à accueillir Akouba et Daniel Agré, ainsi qu'Abraham. Comment vous allez? Ça va, j'arrive. Toujours pimpante, Olivia. Toujours cool. Abraham, comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Bon, je pense que tout le monde vous connaît déjà. Abraham, un peu moins, mais c'est bien. Vous allez vous présenter et qu'on sache un peu qui encore vous êtes, même si vous n'êtes plus à présenter. Commencera par toi. Alors moi, je suis Akouba Angola, Madame Agré. Voilà, je suis une femme mariée. Je suis la directrice et la fondatrice de Dabali Express. Voilà. Ok. Daniel Agré, DG de Sika Finance, cofondateur de Dabali Express. Ok. Toi, Abraham? Abraham Anou, DGA de Dabali Express. DGA de Dabali Express. Bon, DGA, DG, qui fait quoi au final? On est un peu perdu. Oui. Le DGA fait quoi? C'est mon binôme. C'est le binôme. Donc, c'est bien qu'on a décidé d'être tous là aujourd'hui pour montrer en réalité comment finalement l'entreprise marche en interne. Mais moi, la première question que j'ai, c'est est-ce que Dabali Express, pour vous, c'est le premier projet, la première entreprise que vous avez commencé dès que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Alors non, Dabali, ce n'est pas le premier projet. Moi, j'ai commencé dans la mode d'abord, donc dans la vente de vêtements, avant de commencer avec Dabali. Dabali, ok. Du coup, comment Dabali commence? Parce que les gens aujourd'hui se disent, oui, Dabali a eu un coup de pouce de plein de personnes. Aujourd'hui, ils lèvent beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils ont des connexions et tout. Donc, on veut revenir parce que, par exemple, Abraham aussi, c'est un de vos amis. Vous connaissez depuis très longtemps. Donc, d'où vient l'idée de Dabali Express? Comment ça s'est passé au début? Comment vous vous rencontrez pour que ça puisse se faire? Donc, sur l'idée de départ de Dabali Express, comment je pars à Londres, 2 semaines après le premier boulot dans lequel mon frère Abraham a pu me trouver, c'était à Burger King. Attends, c'est Abraham qui te trouve le boulot? Oui, c'est Abraham qui me reçoit à Londres. Mais Abraham, c'est qui pour toi? Abraham, c'est mon tuteur à Londres. C'est mon tuteur à Londres. C'était Abraham ton tuteur? Oui, Abraham, c'était mon tuteur à Londres. Donc, Abraham, on se connaît depuis le volleyball à Abidjan. Voilà, on a joué en équipe nationale de volleyball. Donc, il part à Londres avant moi. D'accord. Donc, moi, quand je pars à Londres,
Normalement, je ne suis pas censé aller chez Abraham. Mais à l'aéroport, mon cousin qui doit venir me chercher, je l'appelle, il me dit, écoute, je suis au travail, trouve quelque part pour aller te mettre. Je vais passer pour te prendre le lendemain. Donc, j'appelle Abraham qui m'avait aidé dans la paperasse. Donc, il me dit, ah, Daniel, bon, la séance tenante, je ne peux pas venir à l'aéroport. OK? Je m'en vais travailler. Débrouille-toi, prends le train, le métro. Trouve-moi à Hammersmith. Attends, ça, c'est à quelle année puis tu as quel âge? Tu arrives à Londres? Non, là, on est en quoi? On est en 2003. 2003, en plein froid. Hein? Bon, je savais comment me déplacer un peu, parce qu'avec le volleyball, on avait quand même voyagé Kenya, Égypte, pour aller jouer les compétitions internationales. Donc, je me débrouille, j'arrive à Hammersmith, tu imagines... dans cette tenue-là, on a oublié l'histoire de Dabali Express. Oui, on va arriver à ça. Mais heureusement, Abraham m'avait demandé de payer des pullovers, mais imagine en plein hiver en octobre. Wow, quel pullover en Afrique ici peut tenir dans le froid. Donc j'arrive à la metro station d'Hammersmith, j'attends. Je pense qu'il est venu peut-être 45 minutes après. Donc quand il me prend, on va en fait, en réalité, Abraham allait dans son Jossy. C'est-à-dire qu'il y avait un Burger King à Hammersmith. Lorsqu'il ferme, Abraham était le kitchen porter. Il vient, il nettoie la cuisine, il nettoie ce qu'on appelle le broiler, qui est la machine qui émet en fait la viande hachée et qui fait cuise là. Donc, voici mon premier contact même avec Burger King. Voilà. Et Abraham était superviseur. Mais ce jour-là, franchement, j'ai souffert. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Abraham, il est pris de coup. Quand moi je lui dis que je vais venir rester chez lui, ne serait-ce qu'un ou 2 jours, tu vois. Et lui, comme il n'a pas averti son colocataire, il veut me faire traîner dehors jusqu'à ce qu'on rentre tard pour que le gars s'endorme. Sérieux? Il est en chat noir. Il finit son Jossy peut-être à minuit. Il dit à 1h du matin, il a un ami qui traite d'un burger qui on doit aller le saluer. Mais en fait, à Glossy Road, vraiment. Et puis tu avais ta valise. J'avais en fait, les roues de la valise, tout a été cassé dans le froid, tu imagines, dans la tenue dans laquelle j'étais. En tout cas, il m'a baptisé à Londres ce jour-là. On est rentré peut-être vers 2h30, 3h du matin. Mais j'étais vraiment, vraiment épuisé. Presque 24 heures de travail. Donc 2 semaines après, il me trouve un boulot dans un Burger King. Et tu vois, quand on commence à travailler, l'affluence qu'on voit et tout ça, un jour je lui dis, tu sais, le seul business qui peut tourner comme ça chez nous en Afrique, c'est avec notre propre nourriture. C'est ça. Tu vois, bon, après, on en parle, mais on oublie. Et puis, jusqu'à ce que je rencontre ma femme qui vient nous rejoindre à Londres. Et puis, je remets encore ce projet-là sur la table. C'est ça. Donc, au départ, moi, je parlais de Garba et tout cela. Elle m'a dit, on peut faire un peu plus. Tu vois, on peut rajouter d'autres trucs parce que Garba seul ne peut pas en lui seul faire un business en tant que tel. Donc, on en parle, on peaufine. Et on finit par dire, tu sais, chez nous, les gens, ils n'ont pas d'idées, mais ils ont des moyens. C'est ça. Donc, si on n'a pas assez de moyens et qu'on ouvre seulement un seul Dabali, par la suite, si quelqu'un a plus de moyens, il va nous sortir du business. Donc, prenons notre temps, essayons de nous construire quand on aura suffisamment de moyens pour lancer plusieurs Dabali. Okay? Donc, on va lancer un premier Dabali en test. Si ça marche, il faut qu'on ait des moyens financiers pour tout de suite multiplier en fait les Dabali. Ok, donc on en parle. De là, on part à Dubaï. Dubaï, elle se lance dans Fashion Empire, dans la vente de boubou. Voilà, bon, je l'aide comme je peux. Après cela, on rentre sur Abidjan. Fashion Empire existe, mais on se lance encore dans Mas 15. Mas 15, je pense que j'étais encore à Dubaï lorsqu'elle partait pour la première fois en Chine. Donc j'étais dans mon préavis à Dubaï. Donc elle part en Chine, elle sort un peu de l'aéroport, on se voit, elle continue sa route sur la Chine. Elle retourne sur Abidjan, je pense 2 semaines après, je rentre sur Abidjan. On lance Mas 15 qui a été un boom ce jour-là. Et puis après, quelques mois après, ou bien peut-être 6 mois ou 8 mois après, on lance le deuxième Mas 15. Après on part à Cosmos. Donc de là, à un moment donné, elle s'est dit, ok, comme c'est maximum 15 000, elle trouve qu'il y a des dames qui ne rentrent pas franchement dans ce budget-là, qui voudraient avoir des habits un peu de luxe, de qualité. Luxe. Du coup, Mas 15, c'était quoi l'idée? C'est tous les vêtements, 15 000. à tous un maximum 15 000 et moins. Donc il y a des habits de 10 000, mais ça n'excède pas 15 000. Voilà. Donc ça, c'était une innovation franchement sur le marché. Donc franchement, ça marchait très bien. Et donc, elle a voulu aller avec des gammes de 25 000, 40 000. Donc, il fallait créer une nouvelle boutique qui s'appelait Mas Glam.
Glamour. D'accord. Voilà, le Glamour de Mars 15. Donc, on ouvre là aux Oscars, là où se trouve le premier Dabali. Et ça coïncide un mois après avec la Covid. Donc, là, le Mars Glam prend pas, ça décolle pas, il y a le loyer à payer. Et puis, on revient encore sur maintenant le sujet de Dabali. On dit, mais on pense que là, maintenant, on pense qu'on a quand même les moyens qu'il faut. Utilisons le Mars Glam, transformons ça au restaurant, puis allons sur le premier projet, et puis on va voir comment aller sur le prochain, si ça marche. Ok, ben Voilà. là, on va parler beaucoup de moyens, Ok. de comment vous faites pour avoir l'argent au départ. Parce que on sait que le financement est une vraie problématique en Afrique quand les gens veulent se lancer. Donc, pendant que vous êtes, voilà, pendant votre séjour à Londres, votre séjour à Dubaï et tout, comment vous faites pour mettre de l'argent de côté ou pour avoir l'argent pour vous lancer déjà dans Mars 15, dans Fashion Empire et puis après Dabali Express? Alors, il faut dire que pour Fashion Empire, déjà au départ, lui, puisqu'il travaillait au niveau de Dubaï, donc il travaillait comme expat à Dubaï et tout. Donc, ça a des bons salaires, quoi. Retail trader, voilà. Bon salaire, vraiment bonnes conditions. D'accord. Voilà. Toi-même, tu connais comment, quand tu es expat à Dubaï, dans quelles conditions tu vis. Donc, on avait vraiment les moyens de pouvoir mettre de l'argent de côté. Et on avait les moyens aussi de pouvoir prendre un prêt. D'accord. Donc, il a pris de l'argent. Et puis, moi, qui voulais me lancer dans les vêtements et tout, honnêtement, il m'a beaucoup aidé. Parce qu'au départ, moi, j'ai commencé d'abord avec mes propres économies. Et puis après, il est venu en renfort. Et à côté de cela, on avait d'autres business qu'on faisait. Par exemple, les taxis. On avait acquis des taxis et tout. Bon, beaucoup d'argent perdu. Dites-moi que vous avez échoué. Voilà. On a échoué lamentablement. On a investi dans plein d'autres choses, les ventes cyclistes, échoué lamentablement. Ouais. Donc finalement, même tout l'argent qu'il avait pris, on avait pris, le prêt même qu'on avait pris, on a tout perdu. Un prêt de 40 millions. 40 millions comme ça. 40 millions qu'on a perdu. Voilà. Donc il fallait tout recommencer à zéro. Maintenant, dans Fashion Empire aussi, il y a mon employeur aussi. À Dubaï, il faut payer le loyer à l'année. Donc moi, j'avais pu négocier avec notre bailleur pour que je paye chaque 3 mois. À l'époque déjà moi, je n'avais pas pu avoir ça. Donc, lorsque on me virait les haines, donc ce que je faisais, je lui passais cela. Tu vois, et puis, chaque 3 mois, lorsque ça arrive, avec ce qu'elle a pu générer, elle était capable de rembourser. Wow. Donc, c'était des investissements de 10 millions, 15 millions à chaque fois. Il injectait dedans. Quand je faisais des ventes et tout, je remboursais, il y avait le bénéfice. Et honnêtement, ça se passait très bien. Parce qu'au niveau de Fashion Empire, j'avais pratiquement pas de charge. Au départ, même quand j'ai lancé, j'avais même pas de magasin. C'est dans un appartement qu'on vendait. Mais c'était l'appartement, c'est-à-dire que dans le business de taxi qu'on faisait, nous, on a toujours vu les choses vraiment grandes. Voilà. Donc, lorsqu'on commence les taxis, je prends des bureaux. Ok, donc c'est là qu'elle commence même Fashion Empire au château. Au château, on n'était pas là, mais on a pris des bureaux parce qu'on voulait faire les choses en grand. Après, dans les taxis, même, on allait rencontrer même le maire de Cocody, Ngouanka Mathias en son temps, pour essayer de faire des flottes avec les chauffeurs de Woro. Ok. Qui allaient faire travailler payé. Donc, je pense que je faisais partie quand même de ceux qui avaient envoyé même le concept de travail payé même à Abidjan, mais bon, à la fin, ça n'avait pas marché. Mais là, qu'est-ce qui a fait que le business n'a pas marché? Bon, peut-être tu termines et tu pourras nous dire. Donc, Fashion Empire commence en fait dans ces bureaux-là. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de charge locative, pas de charge. J'avais mon frère avec qui je travaillais, donc un seul salarié. Et il y avait la clientèle. Et honnêtement, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que c'était en 2015. Non. En 2014. Voilà, oui, 2014. En 2014, c'était vraiment le début même de ce qui est vente en ligne. En réalité, c'était pas vraiment répandu. Donc, tu arrives dans un environnement quasiment vide, où tu as tout l'espace pour t'exprimer. À cette époque-là, il n'y avait pas une histoire de faux sponsorisé pour trucs et tout. Même. Et à l'époque, encore quand tu sponsorisais, mais là, c'était le jackpot parce que Facebook, il n'y avait aucune restriction. Donc, tu sponsorises et puis tu as des résultats, des résultats incroyables. Et à l'époque, là, j'étais un chiffre d'affaires en moyenne qui tournait autour de 30-25 millions par mois, sans charge. Sans charge. Donc, imagine. Donc, avec cet argent-là, vraiment, à chaque fois, on investissait dedans et à un moment donné, c'est arrivé à une dimension où il fallait prendre un local. Parce qu'il y avait trop de clientes, parce que j'envoyais... Déjà, il fallait avoir de l'espace pour pouvoir stocker la marchandise. Parce que c'était
des containers, même au moment donné que j'envoyais, des containers de 6000 pièces, 5000 pièces que j'envoyais. Donc, il fallait avoir un local pour stocker déjà la marchandise. Ouais. Donc, j'ai pris un magasin et ça a été un succès. Les clients venaient de partout. On travaillait même au Ghana, au Nigeria. On livrait au Ghana, on livrait au Nigeria. Les tenues, les hijabs, les tenues, les boubous, boubous de Dubaï et tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et avec l'essor, avec déjà la façon même de communiquer, je faisais des photos moi-même dans les tenues. Mes photos se sont retrouvées partout. En Inde, en Chine, partout. Tu vas à Djamé, les vendeurs de tissus, mes photos là, imprimées, et puis ils proposaient les tenues. Et à un moment donné, voilà. Et à un moment donné, la concurrence a commencé à produire les tenues en Chine. Alors qu'au niveau de Dubaï, c'était handmade, c'était made in India. Donc, c'était des produits faits à la main. Tout ce qui est handmade coûte cher. Exactement. Et de bonne qualité. Et il a commencé à avoir de la concurrence et des produits importés de Chine de moins bonne qualité. Donc, du coup, ça a baissé les prix du marché. Les clients il y avait toujours des clients qui voulaient la qualité et qui étaient toujours là. Mais j'ai anticipé un seuil où ça allait plus comme avant. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, là, je me limite seulement au boubou. Et à un moment donné, j'ai voulu même aller plus loin. J'ai voulu rentrer dans la production. Travailler sur des collections moi-même et tout. Mais j'ai eu un blocage parce qu'au niveau de Dubaï, vraiment, les gars, là, c'est des traditionnalistes. Ils disent, tu vas partir dans 100 ans, tu vas revenir. Les mêmes modèles que j'ai vendus en 2014, là, sont encore là-bas. Ils ne sont pas dans l'optique, c'est un pays touristique en réalité. Ils ne sont pas dans l'optique de vraiment innover, créer et tout. Donc, c'était compliqué de pouvoir m'entendre avec des fournisseurs qui allaient pouvoir produire pour moi. Il fallait que je pense à aller en Inde. Ça allait être trop compliqué. Je me suis dit, bon, pourquoi me limiter seulement au boubou alors que je peux élargir ma gamme de produits, vu que déjà j'ai déjà la clientèle. Elles sont déjà là, les femmes sont déjà là. Elles ne portent pas tout le temps les boubous. Elles portent d'autres vêtements. Des vêtements pour aller au travail, des vêtements de tous les jours. Et puis les boubous sont les vêtements de cérémonie. Donc, au lieu de me limiter seulement au boubou, pourquoi ne pas aller toucher une autre gamme qui va faire que je pourrais encore toucher une plus grande part de marché et puis pouvoir vraiment agrandir mon business. C'est comme ça qu'on réfléchit, on se dit, bon, il faut qu'on puisse penser à quelque chose d'un peu intermédiaire. Parce que les boubous, là, quand même, ça veut un certain prix. C'est ça. Il faut qu'on puisse penser à un truc intermédiaire pour pouvoir toucher une plus grande partie de la population. C'est comme ça qu'on réfléchit à max 15. Donc, tout à maximum 15 000. Donc, déjà là, il y a une stratégie de départ qui voulait carrément identifier la cible qu'on voulait. Donc, on lance max 15 en 2017. Les dates 2015, ouais, je pense 2016. C'est quand on est rentré 2017. Voilà. Donc vous 2017. quittez Dubaï, vous venez en Côte d'Ivoire et vous lancez Max 15. Ouais, je pense 2 mois après. Oui, on lance Max 15. Et Max 15, ça a été vraiment une grande stratégie de communication déjà parce que j'avais déjà la clientèle. Il y avait déjà une base de données qui était là. Des personnes qui me suivaient déjà grâce aux réseaux sociaux, sur Fashion Empire. Donc quand je lance un nouveau produit, tout de suite c'est un boom. Le jour d'ouverture de Max 15, le premier magasin, on a fait 7 millions de chiffre d'affaires. C'est ça, non 7 millions de chiffre d'affaires en un jour, à l'époque. En un jour. On ne pouvait même pas gérer la file d'attente en un jour. Et c'était un succès tellement fou que je pense 6 mois après, on avait besoin d'un plus grand local. Donc, on prend un autre local au niveau de la 8e tranche. En 2018, on avait payé combien de caution et tout, 28 millions à l'époque, mais 20 millions. Tous les chiffres sont en francs CFA, donc je vous laisse faire la conversion de votre 18 millions. Caution et puis mois d'avance. Donc, il fallait payer 18 millions pour avoir le local. Donc, on paye les 18 millions. Et tout ça, c'est venu de toutes les affaires qu'on faisait et tout, l'argent mis de côté, le bénéfice et tout de Fashion Empire, de la première boutique Max 15 aussi. Et puis, on prend le local, donc on ouvre le deuxième Max 15. Ce jour-là, le Max 15, on fait un chiffre d'affaires de 12 millions en un jour. Donc, imagine le chiffre d'affaires par mois. On vendait des milliers de pièces de vêtements. Et vraiment, c'était une très, très bonne affaire. OK. Voilà. Donc, après ça, on va décider d'ouvrir au mall. Au mall, OK. À Cosmos. Cosmos à Yopougon, c'est ça? À Yopougon. Voilà. Ça, c'était une erreur de débutant. J'ai dit, en tout cas, bon. C'était une erreur. Pourquoi ça a été une erreur? Parce que
Aujourd'hui, on vous connaît par Dabali, moi, mais je ne savais pas tout ça. Hein. Mars 15, Fashion Empire et tout. Pourtant, beaucoup me connaissent, par exemple, moi, depuis tout ça. Mars 15, Fashion Empire, beaucoup. D'accord. Donc, tu nous diras pourquoi tu as décidé d'être sur les réseaux. Et vraiment, on parlera de beaucoup de choses. J'espère que le temps nous permettra de parler de tout ça. Donc, pourquoi tu as pensé que c'était une erreur de partir à Cosmos Yopougon? Non, parce qu'il y a eu une mauvaise alliance. Pour rappeler à ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est un centre commercial qui se trouve à Yopougon, qui est un quartier populaire d'Abidjan quand même. Donc, pourquoi tu as pensé que ça a été une mauvaise idée? Non, je pense mauvaise analyse au niveau de la stratégie même d'implantation, parce que après, est-ce que la cible première même de ce que je faisais était là-bas? Est-ce que le volume auquel je m'attendais par rapport aux charges auxquelles j'allais être exposé allait m'arranger, parce que les charges étaient super élevées. Donc honnêtement, ça a eu un impact sur le business parce que ça commençait à être lourd au niveau des charges. Et il y a un conseil que j'aime beaucoup donner aux entrepreneurs dans la vente de vêtements et consorts. Je leur dis toujours, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'ouvrir un magasin. C'est pas primordial d'ouvrir un magasin. Je sais même pas depuis combien de temps, moi je suis pas allé dans une boutique faire un achat. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Tout se fait en ligne. En ligne, vous avez une vitrine plus large qu'une vitrine de magasin. Donc, je ne conseille pas tout de suite, quand ça marche et tout, d'aller se mettre encore des charges locatives énormes, des charges même d'installation, de même faire une boutique. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. C'est de l'argent qu'on peut, investir dans la communication, tout simplement, dans une bonne communication, dans la qualité du produit qu'on propose, et puis faire des chiffres. Voilà. Okay. Abraham, ta partie arrive. Hein. Tu pourras exprimer. Moi, ce que je veux savoir, sur cette partie où elle disait que ces photos s'étaient retrouvées en Chine, en Inde et tout cela, c'est comme ça qu'on a connu ceux qui font la restauration en France, les tontons afro. Vous les avez rencontrés? Parce qu'eux, ils avaient pris l'image de madame au Cameroun pour vendre leur... Ils vendaient aussi les boubous au Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, on a sympathisé, on a commencé à leur donner des conseils, et puis après... Il faut expliquer, ils prenaient l'image sans notre permission. Oui, donc du coup, toi, tu es énervé. C'est dans Bafou. C'est dans Bafou. Et vers eux, je dis, attendez, moi, il me tue pour mes photos, tout ça, il va bien. Là, tu prends mes photos tranquille, hein. Là, tu fais l'argent. T'as su. Donc, mon ami, c'est que... En tout cas, ils ont su comment... Non, c'est excuse et tout, vraiment. C'est parce qu'on a mis ce que vous faites. Et puis, on a la relation a été créée aujourd'hui. C'est tranquille, rester amis, vraiment, tout s'est bien passé. En tout cas, on les salue au passage. Ok, ça c'est bien. Et vous avez fait quand même plusieurs business et vous avez échoué. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'échecs avant qu'il y ait aujourd'hui Dabali Express qui réussit. Pour vous, qu'est-ce qui a causé ces échecs-là? Que ce soit le business de taxi, Mars 15, Fashion Empire et tout ça. Qu'est-ce qui a causé ces échecs? Moi, aujourd'hui, avec ma foi chrétienne, je trouve peut-être que c'était des moments d'apprentissage dans lesquels Dieu nous appelait. D'accord. Ok. Et puis, ça ne correspondait pas forcément à ma personnalité. C'est vrai qu'en son temps, tu vois, non, pas forcément les habits. Moi, le taxi m'a amené dans comment on appelle là, dépôt de boissons. Tu vendais bien tout ça. Parce que celui qui gérait mes 10 taxis a détourné l'argent. Il allait faire un dépôt de boissons. Et moi, chaque fois que je venais à Abidjan, les mêmes chauffeurs de taxi, il les gérait parce qu'il avait vendu à ses cousins, ses tontons, et à qui il demandait, laissez-moi gérer. Donc moi, quand j'arrive, les mêmes chauffeurs sont là. Donc je me dis que mes taxis sont là. Entre-temps, c'est vendu. Wow. Et puis, il a ouvert un dépôt de boissons. Wow. Donc quand on met la main sur lui, je récupère ce dépôt de boissons-là. Puis je trouve maintenant des arguments bibliques pour dire, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit qu'un chrétien ne peut pas vendre de la boisson, tu vois? Mais parce que je veux récupérer mon argent, ça même, c'est-à-dire que celui à qui j'ai confié, 2 mois après, lui, il avait déjà détourné 4 millions. Déjà, tu vois. Et par coïncidence, quand tu parles des financements aussi, c'est la période où je vais me lancer véritablement à la bourse, à la BRVM. Donc à la bourse, cette période-là, franchement, je m'étais fait une petite fortune aussi. D'accord. Mais quand tu étais à la bourse, tu étais en tant que trader ou tu faisais juste des placements, du conseil? Bon, je faisais des placements personnels pour moi-même. D'accord. Je commençais par l'investissement personnel de ma famille. Et puis, plus ça prenait de l'ampleur, je me suis dit, écoutez,
je vais faire du conseil. Il a donné mon argent, hein. Il a mis l'investissement, il m'a pas donné. Il te doit tous les jours. J'ai vu dans Masque, j'ai vu dans Fashion Empire. Tous les jours, il te doit combien? Il m'a pas remboursé. Aujourd'hui, là, c'est dans mes intérêts dessus. C'est beaucoup. C'est dans Max, c'est Fashion Empire. Donc je rentre dans la bourse. Maintenant, moi, sincèrement, 80% de mes parents sont des enseignants. Donc, enseigner, c'est quelque chose que j'aime. Donc, aujourd'hui, à Abidjan, les gens me voient en fait comme un formateur de la bourse. Ils ne savent pas derrière qu'est-ce que je fais. Même quand ils voient juste la plateforme de Sika Finance Simple, ils se disent que, bon, avec quelques publicités, comment leur train de vie. Alors que, bon, il y a beaucoup de choses derrière Sika Finance que nous faisons, comme le conseil même, les notes de recherche qu'on vend aux différentes banques pour pouvoir, comment on appelle, prendre des décisions. Nous avons une plateforme d'analyse des données que nous mettons à la disposition des professionnels. Mais comme c'est pour les professionnels, ce n'est pas pour le grand public, on ne fait pas de publicité derrière. La communication même des grandes entreprises, grandes banques. Voilà. Vous faites tout ça, quoi. Lui, pas moi. C'est Sika Finance. Et je suis un apporteur d'affaires sur le marché financier, qui fait que je travaille aussi à la levée de fonds lorsque l'État de Côte d'Ivoire emprunte sur le marché financier. Okay. J'y travaille aussi. Je t'ai dit, on va avoir notre podcast à part, où on va parler de financement et tout. Mais là, Olivier, toi, qu'est-ce qui fait que tous ces business-là échouent, au final? Quand tu prends du recul. Moi, je ne vais pas dire échoue. Parce qu'en réalité, c'est les décisions que moi j'ai prises, par exemple. Les business n'ont pas échoué, ça se passait bien, mais j'ai décidé, j'ai fait un choix. Parce que je suis quelqu'un de tellement entier que quand je suis dans quelque chose, j'y suis à fond. Donc, quand on prend la décision de lancer Dabali Express, je regarde et puis je me dis, étant quelqu'un qui est tellement à fond, je vais forcément délaisser l'autre entité parce que je vais vouloir me focus sur Dabali Express. Donc, il y aura un souci. Et ne voyant pas dans mon écosystème à qui déléguer, je me suis dit, OK, il va falloir faire une pause. Donc, c'est une décision que moi, j'ai prise. D'accord. J'ai voulu faire une pause et puis remettre toute mon énergie, toute mon attention sur ce nouveau projet-là. Que je n'étais pas d'accord. Franchement. Tu ne voulais pas qu'elle arrête parce que ça marchait bien. Ça marchait bien. Il ne voulait pas en fait, l'affluence avait baissé. Et puis, effectivement, avec la Covid, les prix en Chine avaient augmenté. On ne pouvait plus tenir les prix de 15 000. Ça, c'était une réalité. On a augmenté même voilà. Les prix. Voilà. Ça créait du remous. Mais les gens avaient l'esprit de maximum 15 000. Voilà. Tu vois, et puis, je mettais trop d'argent. En fait, on injectait trop d'argent. Et le rendement n'était pas ce à quoi on s'attendait. Finalement. Ouais. Finalement. Donc, je me suis dit, bon, attends, au lieu de mettre tout cet argent là-dedans, comme ça, bon, il y a mon arrière manger un peu. Et puis, je me dis, on s'est dit, il vaut mieux investir voilà, dans quelque chose d'autre. Surtout qu'on a eu tellement d'expérience finalement. Parce que de 2013, où on cogitait sur ce projet-là, à 2021, où on a finalement le lancé, il s'est passé 7 ans. Donc 7 ans qui nous ont permis d'acquérir de l'expérience, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre en termes de communication, de pouvoir bâtir même une communauté autour de nous. Et je me suis dit, on est prêt, voilà, on a de l'expérience, on va se former, on va apprendre des choses sur le tas et tout, mais on est prêt à lancer. Donc moi, je prends la décision d'arrêter. Mais échec, oui, j'en ai eu beaucoup. Parce que, par exemple, le projet de Cosmos, qui était un projet qui me tenait tellement à cœur, j'ai dû fermer. Ça n'allait pas. Et ça a été tellement compliqué pour moi parce que prendre la décision de fermer, ça a été une décision qui a été très, très grande pour moi. Au départ, je me disais, mais si je ferme, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ah, tout le tapage, elle a fait ouverture, voilà. Même pas combien de temps c'est fermé, on a dit, oh, c'est ça, oh. Donc, je m'accrochais. Et plus je m'accrochais, plus l'hémorragie devenait grande. Plus l'hémorragie s'empirait. Mais je m'accrochais à cause des quand dira-t-on. Et un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, mais en affaires, il faut souvent prendre la décision, accepter que oui, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai mal calculé. Oui, là, c'est pas bon. Même si j'ai investi, et il faut dire qu'au niveau de Cosmos, on a investi à hauteur de 100 millions, pratiquement. Parce que dans faire même déjà le magasin, les marchandises, on était à hauteur de 100 millions. Donc, c'est 100 millions de griffes. Quand on compte le pas de porte perdu. Ouais. Cosmos, c'était lourd. On n'a pas pu amortir même ça. Même à la sortie, c'était on a dû payer 30 millions à la sortie parce qu'on n'a pas terminé le contrat. Ouais. Bon, beaucoup de choses, quoi. Est-ce que c'était un peu une folie des grandeurs que vous aviez eu à l'époque? Non. À cette période, c'était la première fois qu'on ouvrait un mall à Yopougon. C'est ça. Okay. Yopougon, c'est la première commune de Côte d'Ivoire. La plus grande en Côte d'Ivoire. Plus grand que Boaké, plus grand que San Pedro. Tu vois, c'est une ville même, Yopougon. Donc, dans l'analyse même, et puis il y a une classe moyenne à Yopougon. Donc, dans l'analyse, envoyer un magasin de maximum 15 000, c'est
ils peuvent se l'approprier. C'est abordable. Et une des coïncidences aussi, c'est qu'à cette période aussi, beaucoup de commandes venaient de Yopougon. Beaucoup de commandes en livraison de Masquez venaient de Yopougon. Donc c'était clair que... Ça veut dire qu'on avait une clientèle là-bas. Il y avait une clientèle. Donc ça n'a pas été une folie des grandeurs. On n'investit pas son argent parce qu'on a envie de faire de la folie des grandeurs. Et c'est beaucoup d'argent. On investit parce qu'on se dit qu'on va gagner gros. C'est ça. Donc quand on part, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir en ce projet-là. Et à un moment donné, il faut prendre la décision de dire, ok, non, on arrête l'hémorragie. On a investi beaucoup d'argent. 100 millions, c'est pas rien, mais c'est pas grave. On laisse tomber parce que vaut mieux perdre ça là que de continuer à créer un fossé. Donc, je décide de fermer Yopougon. Donc, quand je ferme Yopougon, là encore, on va maintenant, pour essayer de remplacer un peu le manque à gagner au niveau de Yopougon, on va maintenant faire Mass Glam. C'est ça. Voulant toucher une autre classe. Et c'est là qu'il y a le Covid. Donc, tu vois que tous ces événements-là, voilà. Et après, on se dit, mais bon, on analyse, on se dit, les vêtements, s'il y a une épidémie internationale, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire venir des vêtements, on ne peut pas, les prix flambent, multipliés par 2, par 3. Mais il y a une chose que, quels que soient les problèmes, on va continuer de faire, c'est manger. C'est manger. Donc on se dit, c'est le moment peut-être de penser à créer de la valeur localement. Parce que quand on dépend de l'extérieur, il y a un souci. On dépend de beaucoup trop de facteurs qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, comment pouvoir faire quelque chose qui va créer de la valeur localement et puis qu'on va pouvoir contrôler de bout en bout parce qu'on s'approvisionne à 100% ici. Et pour d'abord, il faut dire qu'à part certains, à part le matériel et tout est 100% made in Côte d'Ivoire, produit localement. Donc, on ne dépend pas en réalité de l'extérieur. De l'extérieur, okay. Voilà. Vous avez certainement déjà parlé de comment vous êtes rencontrés et tout, donc on va peut-être pas revenir dessus. Mais en tant que Power Couple aujourd'hui, les gens se demandent comment vous arrivez à travailler ensemble. Est-ce que quand vous vous rencontrez déjà il y a quelques années, toi tu savais que tu voulais une femme entreprenante qui aime le business et tout, ou bien tu t'es dit, bon, je prends la femme que j'ai vue, que j'ai aimée, et puis au fur et à mesure, je vais la faire venir dans l'entrepreneuriat et tout. Parce que toi aussi, tu étais salarié. Donc, à quel moment vous voyez le déclic pour dire, parce que vous avez lancé beaucoup de projets ensemble, c'est à quel moment vous voyez le déclic pour dire, il faut qu'on entreprenne ensemble et qu'on organise un peu les choses dans notre couple pour entreprendre? Bon, ça, moi, il y a des femmes au foyer. Ah bon? et puis bouffer mon argent. Et bouffer son argent. C'est moi seul. Non? Je pense que les choses se sont faites naturellement. D'accord. En fait, si vous êtes un couple, qu'une personne fait une certaine tâche, que l'autre s'y intéresse, forcément, vous finissez par converger en fait les idées ensemble. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc moi, franchement, je suis très, très, très contagieux en matière d'investissement. Donc, même dans qu'on appelle la période même de drague, tout ça, je commence à lui parler de mes taxis. Il a pris elle tombe amoureux. 2 millions. Elle tombe amoureux de mes idées. Il a pris 2 millions 500. À l'époque, c'est beaucoup. Hein. Il a pris mon nom comme ça. Hein. Là, il n'a pas vu. Elle s'apprête à quitter les États-Unis pour Londres. Oui. Elle a sa voiture. Elle vend la voiture. Au lieu de gaspiller, envoie, j'ai investi pour toi. Maintenant, ton investissement a échoué. Il faut lui rembourser son argent. Comment ça a échoué? Voici ça. On est dans... Comment on appelle là? On continue encore. Il ne savait pas de ça. Il doit rembourser. C'est que il va pas fini. On t'a jamais remboursé. Il faut rembourser ça là. Non, il est remboursé puis c'est fini. Non. Donc du coup, tu la contamines un peu avec tout ça. Donc là déjà, on avait commencé à parler de ça. Et puis bon, elle est quand même entreprenante. Elle vient à Londres, enceinte. Elle travaille au marché de Brixton comme coiffeuse, voilà. Elle a tressé aussi les gens et tout. Voilà, elle avait déjà commencé à, comment on appelle, aux États-Unis, où elle était tresseuse dans ses temps perdus. Dès qu'on arrive à Dubaï, est-ce qu'à Londres même, j'ai l'impression que tu vendais des petites choses aussi en ligne déjà à Londres, j'ai un peu oublié. Donc, bon, dès qu'on arrive à Dubaï, on va au marché, elle voit les photos, enfin elle voit les boubous. Tout de suite, elle veut, comment on appelle là, les vendre aussi. Elle veut les vendre. Bon, moi, je vois quand même, j'ai l'âme d'entrepreneur, je vois une opportunité d'investissement. Il c'est greffé aux promesses. Je n'ai jamais gagné 5 francs. Attends,
Il gagne un moment donné là, non. Il s'en va vendre le Ghana dans mon dos. Il a un client dans mon dos. Il dit, le gars est business en soumis. Il est pour la métier. Donc, quoi même. Ça, il fait un commerce parallèle au commerce. Dans le commerce. Dans le commerce. Il dit, mais c'est que c'est ça le problème de gagner. C'est vraiment. Comment tu peux faire commerce sur commerce avec ta femme? C'est compliqué. Il a attrapé. Il dit, mon ami, donne ma part. C'est même pas là. Tu sais que tu as gagné là. Donne ma moitié. Il a trop souffert dans cette affaire. C'était naturel, c'est arrivé naturellement. Tout ce qu'il fait, je m'y intéresse, je regarde ce qu'il fait, je donne des conseils. Tout ce que je fais aussi, il s'intègre dedans, il s'investit dedans. Donc, honnêtement, c'est naturellement que, même bon, c'est la finance. C'est lui qui est l'as de la finance. J'ai étudié aussi la finance, s'il te plaît. Merci là-bas. Je tiens à le signaler, s'il vous plaît. J'ai fait de longues études. Donc, mais il est, lui, c'est sa passion qui est la finance, tu vois. Mais bon, moi, ma passion, c'est tout ce qui est communication, marketing. En tout cas, on a vu ça. C'est ta passion, même. Bref. Donc, tu vois, quand il a des trucs, il m'en parle. Moi, je donne des idées. Ah non, je pense que tu dois faire tel projet, telle émission, tel truc, faire comme ci, faire comme ça. Ah non, communique sur ça. Tu vois, donc on en parle comme ça. Donc, c'est naturellement qu'en réalité, on essaie d'entreprendre ensemble, de tout faire ensemble. Okay, en tout cas, si vous êtes un couple, chacun doit pouvoir s'intéresser à ce que l'autre fait. Ce que l'autre fait. Et ça vient naturellement. Maintenant, à quel moment vous définissez les rôles? Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet sur Dabali et tout. Est-ce que vous définissez les rôles parce que moi, par exemple, j'arrive pas. Avec ma femme, on ne travaille pas forcément ensemble. Parce que moi, je suis control freak, donc ça peut être compliqué. Donc, et c'est ce qui bloque beaucoup de couples pour travailler ensemble parce qu'on se dit l'autre va empiéter sur l'un, va empiéter sur l'autre et ça va être compliqué. Donc, comment vous définissez ce que chacun fait ou bien comment vous définissez les limites finalement? Parce que ça ne sert à rien de faire business ensemble, vous prenez la tête, vous vous embrouillez, puis ça retourne à la maison et puis ça devient compliqué. Donc, est-ce que vous avez un canevas, une ligne, vous vous dites bon, toi, voilà ce que tu fais, il ne faut pas venir me fatiguer, fais ce que moi je dois faire. Comment vous organisez à peu près? Vas-y. Ok. Honnêtement, on ne se marche pas sur les pieds parce que bizarrement, naturellement aussi, chacun a pris sa zone de... Voilà. Moi, tout ce qui est marketing, développement de la marque, communication, conception de produits, je m'en occupe. D'accord. Lui, tout ce qui est finance, comptabilité, regarder un peu les coûts et consorts, lui, il va regarder, il va superviser. Mais celui qui s'en occupe en réalité, c'est Abraham. C'est Abraham qui s'en occupe. Donc dans l'entreprise, honnêtement, moi, par exemple, très souvent, c'est comme les internautes que je vais venir voir que telle chose est passée à tel prix. Franchement. Ah, c'est là que tu découvres. Souvent même là. C'est là que moi, je découvre. Ou bien que, aujourd'hui, après, c'était de réduire, de diminuer la taille des polos. C'est comme moi, je commande ma musique. Je lui dis, mais, polo qui est reçu aujourd'hui, il dit, Abraham, tu as diminué les polos. Il va me dire, oui, il a diminué les polos. Tu vois? En fait, c'est Abraham le vrai coupable. C'est le vrai coupable, c'est pour ça qu'il est là. Découpe de poissons, découpe de poulet, tout ça, c'est Abraham qui a le maître du plan. C'est lui qui calcule tout. C'est lui. Donc, du coup, vraiment, on ne se marche pas sur les pieds. Abraham a sa section qu'il fait. Il travaille très souvent avec Daniel. Voilà. Et moi, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe que moi, je supervise et tout. Et puis après, je vais regarder sur l'ensemble tout ce qui se passe et tout, s'il y a des choses. Voilà. Et puis, on a une réunion chaque lundi où... Voilà, on débat, nous, les responsables de Dabali, y compris qu'on appelle la partie DAF, comptabilité, et tout cela, ressources humaines. On prend les décisions ensemble et puis après, chacun va appliquer en fait dans sa sphère. Mais franchement, il arrive souvent aussi qu'il y ait des mésententes et tout cela. Mais en tout cas, comme elle et moi aussi, si on n'est pas vraiment tombé d'accord, ça me dérange d'avancer. Même si j'ai raison. Même tu as souvent raison. Voilà, tu vois, non. Ça me dérange. Donc, je vais trouver un moyen d'aller la taquiner. Toi, tu veux dire quoi? Tu es fâché, quoi? Pour le petit truc qu'on a dit là. Toi, tu cherches à bavarder. Tu cherches, c'est bavardage, tu cherches. Et puis, on trouve un moyen pour passer dessus. Souvent aussi, c'est Abraham aussi qui nous départage. D'accord, c'est Abraham qui est au milieu. C'est important aussi. Oui. Ah, donc, toi, Abraham, c'est que le gars, il a dit, tu es d'accord, quoi? Abraham, c'est un gars. Abraham, c'est un gars. Prochaine position, Là, on appelle les gars, dit allô, tu sais ce qu'il a dit là? Non, moi, il a dit, il exagère. On tape par derrière, Olivier a dit ça là. Bon, comment? Abraham, on fait quoi? Abraham, c'est un traître. Il est très conciliateur, Abraham, au fait, tu vois. Et puis,
c'est vraiment facile de travailler avec lui parce qu'on n'a pas de problème majeur, franchement. Chacun fait ce qu'il a à faire. S'il a des choses, des conseils à donner dans ce que moi je fais, il va me dire, ah tiens, je suggère ça, je suggère ça. Si moi j'ai des choses aussi que je remarque, que je veux dire dans lui son travail, je lui dis tranquillement. Donc les problèmes, ça va exister. Il y a personne, même entre amis ou bien même avec ton enfant, il peut avoir des crises, il peut avoir des problèmes, ça existe partout. Mais c'est la résolution des problèmes, voilà. Et nous, honnêtement, le travail même fait que finalement le travail agit sur notre vie de couple parce que finalement, on est tellement obligé de travailler ensemble que les problèmes ne durent pas. Parce que si on ne se parle pas là, le menu de lundi va sortir comment? Parce qu'ils vont faire le menu de lundi. Si moi je suis fâché, là, c'est à moi on va envoyer pour dire non, bon, faut qu'on la concession des photos, on dit non. Si il est découpé, il va faire toi-même. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, à un moment donné, chacun se dit, OK, bon. On est obligé de se gérer et puis ça passe. OK. On s'entend. Pour se concentrer sur Dabali Express, toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Et je pense que finalement, la marque Dabali Express est très affiliée ou est très attachée ou très corrélée à ton image. Tu vois, c'est vraiment toi qui portes le projet et tu communiques énormément dessus. Est-ce qu'à un moment, tu ne te dis pas que c'est dangereux d'être aussi lié à sa marque comme ça? Parce que finalement, il y a un visage sur le business et donc ça peut être le moyen aussi pour plusieurs personnes de t'attaquer directement, de te taguer dans des posts et tout. Donc, est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant d'utiliser les réseaux sociaux, son image personnelle pour son business? On est à l'ère du digital. Et moi, je dis que quand tu as un moyen de pouvoir booster ton activité, un moyen qui est là, qui est présent à toi, tu l'utilises. Et aujourd'hui, je pense que je ne suis pas la seule entrepreneur à utiliser les réseaux sociaux. Il y a des entrepreneurs encore même plus chevronnés, internationalement connus, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent Twitter, voilà Donald Trump, voilà Elon Musk. Vraiment, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas utiliser les réseaux sociaux? Voilà. Aujourd'hui, même si tu prends Elon Musk même, souvent, même, on ne connaît même pas le nom de son entreprise. C'est lui qu'on connaît. C'est lui qu'on connaît. C'est de lui que tout le monde parle. Tu prends Bill Gates, Microsoft, c'est intimement lié. Facebook, on pense tout de suite à Zuckerberg. C'est de notre âge. Tu vois, le digital aujourd'hui est relié même, effectivement à la personnalité des gens. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par Fashion Empire, les boubous. Elle passe à Mass 15. Elle passe à Mass Glam. Mais il y a une communauté qui la suit. Il y a une conversion même, tu vois? Conversion même de la clientèle. Et qu'elle convertit automatiquement en Dabali Express. C'est ça. Tu vois? Donc, forcément, il y a un pour et un contre dans tout ce qu'on peut faire dans la vie. Okay? Après, il faut pouvoir bien jauger. Sinon, franchement, à l'heure du digital, je ne pense pas que c'est péjoratif. Mais du coup, comment tu prends les critiques qui te sont faites directement? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu souffles sur ton projet, tu travailles énormément dessus. Et du coup, on te fait des critiques dessus. Bah, ça fait quelquefois des sorties. Non, mais les critiques, en réalité, les critiques nous aident à nous améliorer. Les critiques même, là, c'est carrément une autre entité de ton travail. C'est avec les critiques que tu vas pouvoir voir ce que... Quand tu es dans quelque chose, là, tu ne vois pas tout. Tu penses peut-être maîtriser, mais tu ne maîtrises pas tout. Quelqu'un qui est d'un œil extérieur peut t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Voilà. Donc, les critiques, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, moi, les critiques, j'adore les critiques. Et mes staffs peuvent être témoins. C'est avec les critiques qu'ils les bombardent tous les jours. Parce que quand je vois des critiques, je tape dessus pour dire non, telle chose, il faut corriger. Et au fur et à mesure, on reboulonne les choses. Mais les réactions vont dépendre de comment la critique se fait. Parce que moi, je me dis, tu as un produit, tu n'es pas satisfait. Honnêtement, il n'y a pas 1000 façons de l'exprimer. Tranquillement, ah non, je ne suis pas satisfait et tout de mon produit. Et puis, on règle le problème. Mais quand ça va dans la démesure, que ça va dans le manque de respect, forcément, étant humain, ayant du sang coulant dans les veines, il y a des fois où, quel que soit le contrôle, le self-control qu'on a, il peut arriver qu'on puisse craquer. Pas à cause de l'incident même précis, mais à cause d'une accumulation de choses vécues. Ça, c'est pas faux. Une accumulation de choses vécues. Ça peut laisser transparaître que c'est une réaction démesurée, mais souvent, c'est lié au fait à plusieurs choses vécues qui font qu'à un moment donné, on explose. Voilà. Et depuis que Dabali Express existe, c'est beaucoup de remarques, beaucoup de conseils qui ont fait que
au fur et à mesure, on a affiné nos prix, les produits même qui doivent sortir. Et pour même arriver même à régler ces problèmes même en amont, pour éviter même qu'il y a des clients qui sont mécontents et qui ne l'expriment pas. Ils sont même beaucoup plus dangereux. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait même? Au niveau du call center, chaque jour à 17h, il y a un échantillon d'au moins 5 clients par jour, par restaurant, que notre responsable marketing appelle tous les jours pour s'assurer que le produit qu'ils ont reçu est de qualité, le livreur qui est venu, toute la chaîne, jusqu'à ce qu'il reçoive son produit, est-ce que le client était satisfait? Ça, beaucoup de clients peuvent témoigner en ligne que effectivement Dabali Express appelle tous les jours pour s'assurer de cela. Il y a une fiche de notation en plus, une fiche de notation qui est là, qui va impacter même le rendement des area managers, parce que c'est selon les retours des clients qu'on va donner des notes aux managers et ça va impacter les performances des managers principaux. Voilà. Et je ne pense pas qu'à Abidjan, même ici, il y a beaucoup de restaurants même, ou même de compagnies même qui font cela. Tout ça. Qui font cela. Tout simplement parce que le client, on a mis le client au cœur de tout ce qu'on fait. C'est ça. Donc... c'est important. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Malgré tout ce qui se dit, ça, c'est clé. Ok, pour revenir quand même au premier lancement, au premier Dabali. Quand vous lancez le premier Dabali, c'est quoi l'accueil? Comment ça se passe? Déjà, vous dépensez combien pour le lancer? Je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais. Et quel est l'accueil finalement que le public fait? Vu que toi, tu es déjà connu sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des gens qui s'attendent déjà à ça. Et du coup, c'est un accueil plutôt intéressant. Parce que moi, je ne vous connaissais même pas. Okay. Je vous ai connu après en 2021. Donc, on parlera de collaboration, de tout ça derrière. Donc, quel est l'accueil que le public vous réserve? Non, mais c'est un accueil incroyable. Nous, on ne s'y attendait pas. Et c'est là que tu vois les avantages au fait des réseaux sociaux, au fait de l'utilisation, de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et de pouvoir profiter de sa personne aussi, tu vois. Parce que un restaurant typique, normal, tu ouvres tes portes, c'est tes amis, ta famille qui va venir. Le premier jour, on ne te connaît pas. Tu es qui? Tu ne prépares comment? Ou bien, on ne te connaît pas. Tu vois. Mais quand tu vas voir un restaurant comme Dabali Express qui ouvre le premier jour, tu as 400 clients qui viennent, ça, qui ne se désemplit pas, c'est parce que quelqu'un a lancé l'appel. Tu vois. Je fais quelque chose, c'est moi la même personne là qui a fait telle chose avant, vous avez aimé, là je me lance dans une autre aventure, suivez-moi. Et si ces personnes-là, les produits de qualité chaque fois, vous avez une certaine crédibilité. Et ces personnes-là, tu les envoies au départ. Mais honnêtement, Jean-Yves, un client ne reste pas pour tes beaux yeux. Donc, si de un restaurant, on passe à 2, on passe à 3, parce qu'il faut vous rappeler que Oscar, c'était le projet pilote. C'est ça. Donc, ça n'aurait pas marché, on aurait avorté le projet tranquillement. Et puis, on serait passé notre aventure entrepreneuriale. Mais si on se dit que, tiens, on a le bon bout et on continue à s'investir, ça veut dire que c'est parce qu'on a eu la réponse. Parce que quand ta autorité t'envoie des clients, c'est pas elle qui va faire rester les clients. C'est ça. C'est le travail, c'est la qualité du travail, c'est la fidélisation qui va faire rester les clients. Donc, il y a un plus gros travail. Parce que l'autorité, même encore, comme tout à l'heure on a dit, c'est un couteau à double tranchant. Parce que plus tu es connu, on s'attend à plus de toi. C'est ça. Et tu as du monde qui vient, donc ça peut soit passer ou soit casser carrément. Donc, tu dois être préparé en amont. Et c'est ce qu'on a fait. Mais du coup, on dépense combien pour le premier? Parce que même si c'était le pilote, vous aviez en tête d'avoir quand même une chaîne de restaurants. Oui, on avait déjà en tête. Le projet était préparé financièrement, en tout cas, à avoir au moins 4 restaurants Dabali Express. Vous étiez déjà préparé pour ça? Déjà préparé pour ça. Donc le premier, on le lance avec 50 millions déjà, sur fonds propres, parce qu'on avait déjà le restaurant, on avait déjà le bâtiment, déjà quasiment aménagé. Okay, donc après, on fait des aménagements de finition, donc ça revient moins cher. Le deuxième restaurant, c'est le restaurant le plus cher, celui de la Riviera 2. On met 200 millions dedans. Et là, c'est sur prêt bancaire ou toujours fonds propres? Toujours sur fonds propres. D'accord. Voilà, toujours sur fonds propres. Donc là, on a des investissements à la bourse qu'on vend, on a des investissements immobiliers, des terrains aussi qu'on vend. Juste pour ça. Ouais, donc imagine quelqu'un qui va vendre ses terrains, mais des terrains incroyables, pour pouvoir mettre ça dans un business. C'est parce que la personne croit. Et c'est parce que la personne voit le potentiel. Et puis prend ça à cœur. Et puis prend ça à cœur. C'est un projet de vie. Tu ne peux pas investir autant d'argent et puis vouloir t'amuser ou bien vouloir... voilà. Non, pas du tout. Tu prends ça à cœur.
Donc, on le fait. 3e restaurant, zone 4 sur fonds propres encore. On le fait. Et c'est sur le plateau qu'on va avoir maintenant un apport bancaire. Voilà. Donc, le plateau, on ouvre le plateau avec un financement bancaire. Donc, vous savez, on va parler de ça, comment vous avez fait pour avoir le financement à la banque et tout. Mais c'est à quel moment Abraham, du coup, rentre dans le schéma? Parce que aux Oscars, il n'était pas encore là. Aux Oscars, il n'était pas encore là. Mais c'est aux Oscars, on l'a dragué. Ok, donc, parce que, Abraham, tu vas nous rappeler, toi, bon, on vient tous de la diaspora, c'est pour ça que c'est intéressant. J'attendais d'arriver sur Abraham vraiment pour dire ça. Toi, tu es en Malaisie, ou tu es encore à Londres quand ils te font signe de venir travailler à Bali? Je suis en Malaisie. Au moment où je partais en Malaisie, lui, il quittait Dubaï. Lui quittait Dubaï, donc il quittait Dubaï pour rentrer. Toi, tu es là encore te balader. Maintenant, donc il te dit, bon voilà, il y a le projet. Comment il t'approche déjà pour que tu puisses venir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, qui ont peur de rentrer en Afrique, qui se disent, ouais, ça va pas marcher, puis on va vraiment peut-être se casser la gueule. Comment toi, il t'approche et puis qu'est-ce qui te pousse finalement à accepter sa proposition, parce que tu avais un très bon poste aussi en Malaisie, il faut le dire. Il faut rappeler ton poste, tout ça. Faut rappeler. D'accord. Donc, je me rappelle ce jour-là, il ne savait même pas il était quelle heure en Malaisie. Il poste quelque chose. Mais bien, avant de dire ça, c'est que pendant un moment, je lui disais, ah mais mon frère, j'ai envie de rentrer au pays, là. J'ai envie de faire quelque chose et tout ça. Tu me conseilles quoi? Bon, tantôt il pouvait répondre, tantôt il pouvait pas répondre. Qui t'a conseillé quoi, taxi? J'espère pas. Du coup, il donnait quelques idées et tout ça. Après, je retournais, j'analysais. Mais pour parler de Dabali, je me rappelle ce jour-là, je ne sais pas dans quel coup. Je crois qu'il m'avait envoyé. Je t'ai envoyé les premières photos des Oscars. Des Oscars. Et quand j'ai vu, je ne sais pas, mon cœur a fait boum. Et puis j'étais content et tout ça. Coup de foot. Il dit. Moi, il y a eu coup de foot aussi. Hein. Quand j'ai arrivé aux Oscars, là. Ah non, votre coup de foot est fort. Il dit, tu as vu, frère, on y est arrivé et tout ça. Il dit, mais ça, c'est bien ça et tout ça. Et après, bon, un jour, on se parlait. Il disait, il venait de sortir même de prière et tout ça. Il dit, ah, tout se dit, hein, on dirait. Mais après, je me disais, mais voilà une chose déjà qui montre que, tu vois, il y a des gens qui peuvent partir en Afrique. C'est ça. Pour écrire une histoire. Tu vois. Et plus on échangeait, plus je réalisais que, en plus d'être mon frère, voilà, je sais que quelque part, il va jamais penser un truc de mal de moi. C'est ça. Si il dit quelque chose, propose quelque chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus grand derrière. Peut-être qu'il n'aura pas les gros mots, les mots pour le dire, mais il y croit. S'il y croit, il est de mon rôle d'y croire aussi. Bon, après, tout ça, c'est bien, mais quand tu viens, c'est peut-être parce qu'il te propose un bon salaire quand même ici aussi, ou quelques petits avantages. Qu'est-ce qui te pousse? Donc, tu viens parce que c'est ton frère, ami, qui lance le projet. Parce qu'Abraham, il était expat, hein? Oui, il était expat. Au niveau de Malaisie, en banque, comme on avait directeur là-bas, franchement. Donc, il avait un bon revenu. Ticket directeur de banque en Malaisie. En tant qu'anglais, il fait polo. Polo est c'est pas que tu as eu coup de foot là. À vrai dire, au départ, quand je réfléchissais, je disais, mais comment je vais faire? Parce que c'est sûr qu'il y aura un manque à gagner. C'est ça. Parce que voilà, un mec en gagne en termes de salaire. Tu vas quitter un bon salaire pour venir dans vraiment un manque à gagner. Bon, la vie c'est différent. Tu sais, quand tu es expat, et puis quand tu retournes, vraiment, comment je vais faire? Déjà, même comment je vais dire à ma femme. Donc, comment je vais gérer cette partie-là? Et franchement dit, je ne trouvais pas de solution. Mais c'est bizarre quand j'en ai parlé au travail. Dès que j'ai commencé à dire ça, toutes les propositions du boulot me sont venues. Et là, maintenant, qu'ils ne voulaient pas te lâcher, quoi. Mais non, si tu veux, tu peux aller opérer depuis Londres. Tout ça, on t'augmente de tel montant. Ou bien non, va sur Hong Kong. Et tu as laissé tout ça pour venir à Abidjan? Non, mais c'est quoi le déclic? C'est ça qu'on veut savoir. Et c'est ce que beaucoup de personnes recherchent. Il y a eu forcément un déclic. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, je veux faire partir de cette histoire, je veux écrire aussi l'histoire avec eux? Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as dit, bon, bref, je laisse tout ça et puis je rentre? J'avais fait une promesse à ma mère de son vivant. Ah, voilà. Je lui avais dit qu'un jour, je vais rentrer. D'accord. Au pays. Mais l'insistance sur la force des mots que me sortait mon frère Daniel ici me faisait me dire que s'il y a une histoire à écrire
et que notre rencontre n'a pas été fortuite parce que j'ai jamais cru que notre rencontre était fortuite. Il est venu, il est arrivé à l'aéroport. Je sais pas, vous pouvez lui donner n'importe quel numéro, mais c'est le mien qu'il a appelé. Je me rappelle, père à son âme du vivant de son père. Ouais. A dit voilà ton fils. Ouais, ça j'avais oublié. Ouais. Donc du coup, mon fils m'appelle et je dois répondre. D'accord. Maintenant, comment ça va être? Je me dis, on a su se débrouiller ensemble à Londres, on saura se débrouiller ensemble en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu facile pour moi de lâcher. Mais maintenant, comment faire tourner ça? Je ne savais pas. C'est ça. Et puis, je viens en mars, déjà même pour pouvoir avoir un temps de congé, pour pouvoir venir en mars. Mais tout était compliqué. Je viens en mars pour pouvoir regarder, regarder un peu. Mais quand tu viens à Dabali, c'est en tant que quoi? C'est pour faire quoi exactement? Comme tu as déjà travaillé forcément dans les fast-food à Londres et tout, donc c'est pour prendre cette connaissance et puis essayer de l'appliquer finalement au polo, aux viandes de brousse et tout. C'était... Après, lui-même là-bas, je ne pensais pas, je n'imaginais pas la partie polo. Moi, voilà, il exécutait seulement. Lui, il exécutait. Donc, et mon frère me dit, oui, bon, il y aura le bureau, tu seras prêt avant que tu viennes et tout ça. Donc, je ne me vois même pas en train de tourner, en train de compter. Il se voyait derrière l'ordinateur. Ok, ça, c'est derrière l'ordinateur. Donc, on a fait beaucoup d'analyses et tout ça. Et puis, en sachant que quelques mois avant que je parte, j'étais passé vice-président en charge de stratégie and change au niveau d'HSBC. Donc, tout était par rapport à stratégie, formation, comment faire l'économie à la banque, tu vois, donc, comment couper les coûts. Donc, excusez-moi si je coupe un peu les coûts. Voilà. Donc, toi, tu te charges un peu de l'optimisation des coûts et tout ça, et ça, c'est important. Donc, maintenant, parce que on est en train de faire du fast-food avec de la nourriture africaine. Très compliqué. On utilise pas mal d'ingrédients. Beaucoup d'ingrédients. Parfois, quand le piment dépasse un peu, on se plaint. Quand c'est pas assez, on se plaint. Donc, quand la loco est trop cuit, on se plaint. Quand c'est pas trop cuit, on se plaint. On va dire, McDo et les autres, c'est des frites, et puis un burger, et puis je dirais, c'est un peu plus simple. Donc, comment vous arrivez à organiser les ingrédients, à savoir, est-ce qu'il faut pré-cuire un peu la loco pour que ça cuise vite, parce que c'est aussi un fast-food, donc il faut que ça sorte vite. Mais je te fais une confidence, monsieur Angué, que tu vois, directeur de SICA Finance. De toute façon, il découpe banane. Ah bon, lui, il essaie de découper banane. Il finit, il quitte au travail, il enlève sa veste là. Il finit d'essayer ses grands chèques là. Il s'assoit, puis il a ses bananes. Et puis il dit, bon, il découpe ses bananes, il place un. Parce qu'on est tout en train de faire des expériences. C'est ça. Pour pouvoir optimiser. Par exemple, pour la banane, l'histoire de la banane, les bananes arrivent tellement vite à maturité que très souvent on les perd. Parce que le temps de pouvoir les faire passer au stade de claclo, c'est une transition. On a besoin de l'étape de foutou. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape de foutou, l'étape d'aloco et puis l'étape de claclo. Et puis où tu as perdu. Donc, si tu n'as pas su bien gérer, faire le tri pour la conservation, tu vas perdre en termes de rentabilité. Tu perds parce que tu perds le produit. Donc, derrière lui, il a commencé à réfléchir à comment pouvoir conserver la banane quand ça arrive là. Pour ne pas que la banane continue à mûrir. Parce que la banane, même quand c'est découpé, que tu mets ensemble, tu mets dans le congélateur, ça peut mûrir. Ça continue à mûrir, ça se gâte. Ça se gâte, oui. Donc lui, il a fait des tests sur des tests pour trouver la façon... On a trouvé la solution quand on partait à Boaké, Dabali Boaké. Ah oui, en route. Il a vu les bananes. Discuter en route, en chemin, pour trouver la solution de comment conserver la banane dans le frigo sans que ça dans le congélateur. Dans le congélateur, sans que ça mûrisse. Et vous avez trouvé la solution. Oui, finalement, c'est une série de process comme ça que vous mettez en place. C'est des process qu'on met en place, c'est des discussions, c'est vraiment... Des recherches. Des recherches. Parce que même, par exemple, pour les plats, pour les plats, aujourd'hui, on arrive à un stade même où tout est portionné. Et ça, on a eu besoin d'avoir la formation d'une grande chef de cuisine de l'école de Bocuse, qui est venue former nos cuisinières, qui a travaillé avec nous sur la stratégie même de portionnement, pour pouvoir portionner tous les ingrédients qui rentrent dans nos plats. Donc aujourd'hui, tous nos plats ont une fiche technique. D'accord. Donc on sait que par exemple, dans une sauce graine pour 10 personnes, 10 plats, on doit mettre par exemple, je dis n'importe quoi, 500 grammes de tomates ou bien 6 tomates ou bien 3 piments. Ça, c'est Abraham qui fait ça. Donc lui, c'est la bonne mesure. Il a la bonne mesure. Il n'y a pas de mesure. Mais lui, aujourd'hui, Abraham peut te dire exactement combien de grammes d'adjuvant, combien de feuilles de câblet. Donc, avant, par exemple, on donnait toutes les denrées aux cuisinières. C'est ça. Et puis on a vu qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Tu vois? Parce que, tu sais, la cuisine africaine surtout, c'est pas la cuisine industrielle, comme les burgers. C'est difficile en tout cas. Les burgers, bon, le truc est déjà assaisonné, c'est là. Ils prennent seulement, ils mettent dans le grill, ils mettent dans le pain. Il y a déjà la mayonnaise, elle est déjà faite. Donc, il y a rien à vraiment créer, au fait, pour ceux qui sont en train de faire le service. Alors que la cuisine africaine,
le goût de la tomate peut changer le goût de la sauce. Oui. C'est ça. Et ça Le va être ma niveau de prochaine question. maturation de la tomate peut changer le goût de la sauce. Tu vois, la graine, son niveau de maturation peut changer le goût de la sauce. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc, tu dois... Et là, on est rentré dans un processus de fast-food. On a plusieurs chaînes. Donc, tout ça, là, il faut réfléchir à des process pour pouvoir tout uniformiser, pour pouvoir tout gérer. Donc, tu vas voir que aujourd'hui, on est passé à une étape, par exemple, où pour éviter les gaspillages et tout, les chefs cuisiniers qui cuisinent selon leurs humeurs, par exemple, aujourd'hui, on a envie de mettre 40 tomates, un veste de tomates dedans, tout fini. Et puis, on fait des pertes. Aujourd'hui, on portionne même en amont. C'est-à-dire qu'on leur donne des paquets où quand elles arrivent, elles versent sur moi. Et puis, elles préparent. Donc, elles n'ont plus rien à calculer. Parce qu'on avait même sorti des fiches techniques pour qu'elles puissent calculer à leur niveau. On a vu que ce n'était pas forcément appliqué parce que forcément, elles allaient vouloir le faire à leur façon. Donc, nous, par derrière, c'est de la formation, c'est des réflexions, c'est des calculs, vraiment, avec des fiches Excel. Souvent, les gens s'étonnent de nous voir des ordinateurs. Honnêtement, on travaille plus avec l'ordinateur, mais quand elle louche. Non, c'est une cuisine moderne qu'on essaie de vraiment mettre en place. Et Abraham, même, il va jusqu'à dans le détail des piments et tout ça. Hein. Ah bon, combien de piments il faut mettre dans la sauce? Oui, combien de piments, combien de litres d'eau il faut mettre, combien de sel. Abraham même fabrique une magie. Ah bon. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des recettes finalement, des fiches. Les cuisinières, elles viennent, elles suivent les fiches. C'est plus genre à l'envie, à l'inspiration. Elles suivent les fiches. On leur fait partie un ordre de production. Hein. C'est ça. Un ordre de production. Donc, quand elles reçoivent l'ordre de production, elles vont nous donner leurs besoins. Nous, les besoins, on les a déjà, puisqu'il y a déjà les fiches techniques. Donc, nous, on connaît déjà les besoins. Le service achat, par exemple, avec l'ordre de production, va faire les courses et puis maintenant va portionner selon leur ordre de production, portionner et partager dans les restaurants. D'accord. Donc, ils font le tour des restaurants, ils partagent et tout selon les fiches techniques qui ont été élaborées par la chef principale. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand elles reçoivent leur menu, l'ordre de production, elles les produisent avec ce qu'elles ont reçu. Tout est déjà portionné, donc elles ne font qu'appliquer. D'accord. Et c'est ce qui permet finalement qu'une sauce plat, là, par exemple, à la Riviera 2 ait le même goût aux Oscars, ait le même goût au On plateau. essaie d'atteindre l'uniformité des prix, mais je ne pense pas que ce soit possible, franchement. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer, comme elle a dit, elle a souligné ici, selon la maturité, par exemple, d'une tomate, le goût peut différer. Donc, si tu ne veux pas avoir le même goût, il faudrait que, par exemple, puisque tout ce qu'on prend ici, c'est local. Tout ce qu'on prend ici, c'est local. Donc, tu imagines que tu vas prendre un sac de tomates. La façon c'est produit en Côte d'Ivoire. Un sac de tomates, ils ont cueilli. Dedans, il y aura des tomates mûres, des tomates non mûres. Donc, c'est clair que 10 tomates qu'on a données aux Oscars ou 10 tomates qu'on a données à la Riviera peuvent ne pas avoir le même niveau de maturité. Donc, le goût peut changer un peu. Mais en termes de quantité qu'il y a là-dedans, peut-être même au niveau même des formules chimiques, je suis sûr qu'on peut trouver les mêmes choses. Voilà. Mais le goût va forcément différer. Parce qu'il y a des clients qui vont dire oh, moi j'ai mangé sauce plat là aujourd'hui. Aujourd'hui c'était bon. Non, la dernière fois c'était bon, mais aujourd'hui là, pourquoi votre sauce là est bizarre? On te dit le plat de la Riviera 2 est super. Ouais. La sauce graine de Oscar, c'est incroyable. Comment on appelle la le goussi des zones 4. Donc c'est tout ça qui explique. Ok, ça c'est cool. On va revenir sur l'histoire du financement. Parce que ça, c'est une question que plusieurs entrepreneurs se posent. Écoutez très bien cette partie. Donc, vous commencez le premier restaurant sur fonds propres, le deuxième et le troisième. À quel moment vous vous dites, il faut qu'on aille voir la banque pour prendre de l'argent avec la banque? Ou bien ce sont les banques qui vous suivaient finalement pour vous financer? Sincèrement, l'histoire de Dabal Express, et c'est ça aussi peut-être qu'on appelle le succès des réseaux sociaux, a fait que aujourd'hui, on a transféré notre crédibilité à Dabal Express. Moi, au niveau de Sika Finance, elle au niveau de Fashion Empire. Et puis, on a commencé tout avec sérieux. C'est ça. Et donc, le storytelling aussi qui suivait derrière avec des articles. Chaque fois qu'on avait un nouveau Dabal Express, il y avait une conférence de presse. C'était relayé dans les journaux. Ça, c'est pas tout le monde qui fait, par exemple. Pas tout le monde donc, ça joue aussi. Donc, c'est relayé dans les journaux. Donc, les banquiers, moi, on a rencontré un banquier au Sénégal. Et qui disait que si vous faites 150 couverts, j'ai multiplié par ça, ça donne ça. Je pense que vous faites un prêt de temps. Déjà à l'aéroport, hein. Ah bon? Un directeur. Déjà à l'aéroport. Donc, voici ma carte. Cherchez à me rencontrer, tu vois. Donc, le sérieux qu'on a mis depuis le départ de Dabal Express a amené les banquiers à nous contacter. D'accord. Bon, le banquier qui te contacte, c'est pas... Il veut voir un peu comment ton business aussi se passe, hein. C'est pas assuré à 100% qu'il va te faire un prêt. OK. Donc là, il faut pouvoir lui démontrer que tu as une historique
un historique comptable et que ta comptabilité parle en ta faveur et que finalement, voici ce que tu peux générer. Et lui, il fait ses projections. Donc, si je lui fais un prêt sur 5 ans, je pense que s'il gagne peut-être 1 million, il peut sortir 300 000 chaque mois pour me payer. Une fois que ça, c'est viable, on peut passer à une autre phase. Ok, donc le premier prêt, vous obtenez un prêt de combien à peu près? On nous propose même 300 millions. Mais 300 nous, millions. même... On a choisi finalement 150. On a pris moins que ça. On a pris moins que ça. Eh ben, pourquoi vous prenez Non, moins quand on vous propose on plus? nous a octroyé 300. Ouais. Non, on n'en a pas besoin. Non, en fait, tu vois, qu'est-ce que le banquier fait? Si tu as un business qui te rapporte autour de 15%, le banquier cherche à prendre une partie en fait, de ton bénéfice. C'est ça. Donc, tu prends le moins possible pour ne pas lui donner entièrement tous tes bénéfices. Donc tu prends l'argent dont tu as vraiment besoin. Donc, tu as vraiment besoin. Sinon, il va prendre tout ton bénéfice et à la fin, tu vas travailler pour le banquier. Donc, nous, quand on a regardé... On avait demandé 300 parce qu'on voulait ouvrir zone 4 et puis le plateau. Oui. Et finalement, avant de faire le prêt, on avait déjà avancé dans zone 4. Donc, finalement, on avait juste besoin de l'argent en gris. Parce que le plateau, il faut dire que ce n'était pas vraiment programmé. On a eu l'opportunité. Donc, on s'est dit, bon, comme l'opportunité est là, d'accord, on va accepter. Donc, du coup, on avait déjà lancé une demande de 300, mais finalement, on avait juste besoin de la moitié pour ouvrir le plateau. Donc, on a pris juste la moitié. L'opportunité même du plateau, on arrive en zone 4. C'était un ancien restaurant qui ne tournait pas. On arrive à faire tourner le coin. Donc, il y a quelqu'un voisin qui est quelque part. Qui a un business, un restaurant en face. Qui nous dit, mais attendez, si vous arrivez à faire tourner ce coin-là, c'est que j'ai un coin que je vais céder au plateau. Je pense que vous pouvez c'est comme ça le plateau se passe. Et entre-temps, un mois avant, moi et madame, on avait fait le tour du plateau juste pour rêver. Hein. Et le week-end, on tourne dans le plateau. On se disait que est-ce qu'un jour on peut arriver au plateau ici. Bon, tournez un peu. Ah, André, il y a un vieux bâtiment ici. André, ça là, ça peut nous accueillir. Hein. Celui-là, ça peut nous accueillir. Hein. On a fait un tour de rêve comme ça. Donc, quand le gars nous contacte... C'est la semaine qui a suivi, on dirait bizarrement. Je t'assure. Donc, moi, je lui dis, écoute, monsieur, on n'est pas intéressé. Vos histoires de plateau avec ou pas de portes incroyables, là, on n'en veut pas. Il dit, non, je vous envoie juste les photos, regardez. Donc, quand il nous envoie les photos, on dit quoi? Non. Il dit non, c'est pas possible. Moi, il n'en met plus. Hein. Qui est la meilleure photo là? Il n'en met plus. Dieu m'a dit que c'est mon restaurant. C'est ton restaurant. Donc là, en même temps, c'est parti. Il fait ma créa déjà, il met mon logo déjà, sur la porte. Il a fini ma décoration. Il dit non, c'est mon restaurant. Il n'en met plus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que les banques ne les financent pas. Ouais. Moi, j'ai eu le débat même avec plusieurs personnes de la diaspora et tout. Pourquoi, selon toi, tu veux que je prenne le téléphone? Pourquoi, selon toi, aujourd'hui, certains entrepreneurs ne reçoivent pas de financement en tant que financier? Déjà, quand tu veux commencer un business, ne compte pas sur une banque. C'est impossible. Personne ne finance le rêve de son ami. Personne. C'est bien dit. Sinon, moi, je peux m'asseoir, dire que je vais faire la plus grande tour à Abidjan. C'est mon rêve. C'est un rêve que j'ai. Mais je n'ai aucune expérience en construction de bâtiments. Je n'ai aucune expérience dans ce sens-là. Qui va me faire confiance pour me remettre de l'argent pour aller faire cette tour-là? Ça, c'est clair. Voilà. Donc, pour commencer un business, il est important de compter sur toi-même d'abord. OK. Et puis, aujourd'hui, tu vois qu'on commence des business, on échoue, on passe à autre chose, on échoue, on passe à autre chose. Parce que on investit peut-être aussi des sommes qui ne dérangent pas, franchement, peut-être notre morale, qui ne dérangent pas, en fait, notre quiétude. Parce que, comme on le dit à la bourse, la première manière de réduire ses risques, c'est d'investir une somme dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. Ça, c'est important. Tu vois. Sinon, ta santé morale sera affectée. Même une somme même que tu n'as pas peur de perdre, en réalité. Donc, commencer avec une somme dont tu n'as pas forcément besoin de perdre. Mettre en place une comptabilité, une traçabilité. Si tu as des clients, ouvre un compte bancaire, fais en sorte que, comment on appelle là, les paiements passent sur ce compte bancaire, parce que ça montre une certaine traçabilité. Et puis, les premières personnes qui peuvent t'accompagner, c'est ta famille, tes amis qui croient en ce projet-là. Tu vois. Donc, eux, si tu arrives déjà à les contaminer, tu fais déjà un pas. Et après, peut suivre en fait la banque. Okay. Donc, la banque va voir... Parce que si dans l'histoire, tu es en train de dire au banquier que j'ai un rêve,
de ce rêve-là, j'ai investi moi-même mon argent. Si toi-même, tu n'as pas à l'intérieur, tu ne vas pas gaspiller. T'es sûr. Tu ne vas pas foutre le business en l'air parce que toi-même, tes fonds, ils sont. Donc ça, c'est très important au niveau du banquier. Donc la traçabilité, débuter toi-même ton propre business, mettre en fait des garde-fous pour montrer que toute somme qui tombe en fait dans ton compte bancaire, bien qui tombe dans votre main, est utilisée à de bonnes fins pour le business. Voici les éléments que le banquier regarde. Et c'est surtout, merci pour ça, et c'est surtout important que les entrepreneurs commencent à ouvrir des comptes bancaires. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent des prêts bancaires, mais qui n'ont jamais ouvert de compte bancaire. C'est impossible de faire un prêt. Il ne va pas te prêter si c'est pas un peu comment tu fonctionnes ton compte bancaire. Quoi. Par exemple, même quand vous prenez des petits prêts, vous allez prendre un petit prêt à Copec, 50 000, 100 000, mais prêt sur Orange Bank, remboursez les petits prêts. Parce que vous êtes en train de construire votre historique de crédit. Ouais. Et vous, peut-être que vous allez prendre le prêt, vous allez disparaître, vous n'allez pas rembourser. Selon vous, ah non, j'ai pris 50 000, je les ai arnaqués. Mais le jour où vous allez avoir un vrai projet, vous aurez besoin d'un prêt, on va vous ressortir ce 50 000 que vous avez pris là, que vous n'avez pas payé là. Parce que c'est votre historique de crédit. Et les banques communiquent entre elles. Vous serez fiché et vous ne pourrez plus avoir accès au prêt. Donc c'est important parce que le prêt, c'est un engagement. Quand on prend, on rembourse. Voilà. Et plus tu rembourses, plus tu augmentes ta capacité à recevoir. Ta crédibilité, ta capacité à recevoir. Donc vous êtes en train de dire aux gens de prendre prêt? Oui, pourquoi pas? C'est important d'avoir prendre un prêt pour développer son business. Activité. Pour augmenter, accroître. Okay. Voilà. Pas pour stagner dans le même endroit. Il est possible aussi qu'on prenne un prêt aussi en termes de fonds de roulement, qui permettent aussi au business de pouvoir tourner. Voilà. Sinon, si le besoin de prendre un prêt n'est pas vraiment réel, franchement, c'est pas conseillé de le faire parce que le banquier vient pour prendre une partie de ton bénéfice. Et ça, il faut l'avoir en tête. Je donne un exemple. Le premier prêt que moi j'ai eu à prendre, par exemple. Pourquoi j'ai pris ce prêt-là? Imagine, j'ai 100 clients. 100 clients qui veulent mon produit. Mais mon fonds de roulement ne me permet que d'acheter des produits pour 50 clients. Alors que j'ai encore 50 clients qui veulent mon produit, mais qui ne peuvent pas l'avoir parce que je n'ai pas le produit. Donc déjà, j'ai une assurance. C'est que j'ai 50 clients sûrs qui sont là, qui veulent le produit, qui sont intéressés. Mais c'est quoi le problème? Je ne peux pas avoir le produit parce que je n'ai pas le fonds de roulement nécessaire. Donc là, c'est une raison de pouvoir prendre un prêt. Parce que là, j'agrandis mon activité. Je ne stagne pas. Je ne me dis pas que non, je me contente j'ai 50 clients et puis ça va. Non, non, non. Moi, j'ai une vision de je veux pousser plus loin. Donc, je prends un prêt pour pouvoir passer maintenant à un fonds de roulement qui pourra couvrir les 100 produits. Tu vois? Pour pouvoir satisfaire mes 100 clients. Donc, on prend vraiment le prêt. Et vu que j'ai les clients, j'arrive à rembourser tout naturellement parce que j'arrive à vendre mon produit. Donc, le remboursement se fait aisément et je n'ai pas de soucis. Ok, ça c'est super. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des prêts et vous décidez finalement de vous mettre avec d'autres personnes, de plutôt avoir un investissement parce qu'un prêt, c'est de l'argent qu'on vous donne et que vous devez rembourser. Donc, il va venir un peu ponctionner sur les ROI que vous allez avoir dans vos business. À quel moment vous vous dites, bon, peut-être qu'on peut ouvrir notre capital à des investisseurs étrangers? Avant même de parler de capital, parce qu'ici, on sait que quand les entrepreneurs ont des business, c'est leur bébé. Ils ne veulent pas du tout partager. Et on sait aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est aussi l'investissement récent qu'on a fait dans Dabali Express. Donc, pourquoi vous avez décidé de vous ouvrir à d'autres personnes? Parce qu'il y a vous deux, il y a Abraham et il y a la possibilité d'avoir des prêts. Mais on se dirait que peut-être que vous n'aviez pas besoin d'investisseurs parce qu'un investisseur vient, ça peut aussi avoir des inconvénients. Donc, pourquoi vous décidez de vous ouvrir à des investisseurs? Eh bien, c'est moi qui ai trop insisté. C'est moi qui ai trop insisté. C'est moi qui ai insisté. Donc, comment ça se passe déjà? On peut raconter ça un peu vite fait. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Moi, je suis là et puis Olivia me dit que, il y a un gars de la diaspora qui est venu faire une vidéo. Apparemment, on dirait qu'il est suivi. Mais moi, je le vois en vidéaste. Attendez d'abord, il a commencé. Moi, j'ai fait une vidéo. Je suis venu à Abidjan. C'était quand je faisais mon retour à Abidjan. Et je voyais qu'il y avait trop les autres trucs là, KFC et tout ça, et burger. Et donc, moi, je fais une première vidéo. Je m'énerve comme certaines vidéos. Et je demande aux gens, mais est-ce qu'il n'y a pas un restaurant
fast-food africain où nous on peut aller manger. Parce qu'à un moment donné, tu viens, tu achètes, tu demandes Bissap, il n'y a plus, tu demandes Yamakou dans certains restaurants, il n'y a pas. Et là, tout le monde commence à venir dire dans les commentaires Dabali Express, Dabali Express. C'est comme ça, moi je connais Dabali, je ne vous connaissais même pas avant et tout. Donc je vais aux Oscars. Et c'est le coup de foudre. Tout de suite, je vois la marque, je vois les couleurs, je mange bien. Et en même temps, je vois Olivia. J'ai dit, mais Olivia, non, moi, je vais parler de ça. Moi, je fais juste des vidéos, je vois des gens et puis je suis convaincu et puis j'en parle. Et quand on finit de parler, quand je vois un peu sa vision et tout, j'ai dit, non, il faut que j'investisse dans ce truc. Parce que c'est une idée, on s'est dit, bon, on avait aussi, mais vous avez déjà fait, donc comment on peut vous accompagner? Donc moi, déjà, je vais investir. Maintenant, vous, de votre côté, quand je finis la vidéo... Non, maintenant, quand tu finis la vidéo, elle me montre la vidéo et puis on voit qu'il y a... Franchement, les gens en parlent, les gars de la diaspora en parlent et tout ça. Donc, franchement, nous, ça nous dérange que quelqu'un nous aide gratuitement comme ça. Franchement, ça, c'est notre... Les gens en parlent, mais pas seulement parler. Tellement de gens viennent et ils disent tout le temps, ah non, on a... En fait, tu sais... Ici, au niveau d'Abidjan, on n'est pas très youtubeur. On va pas écouter la musique. Mais pour écouter les documentaires, écouter les trucs trop sérieux, là, non, on aime les bérets. Donc, je ne te connaissais pas. C'est ça. Je ne t'avais jamais vu. Et puis, et puis je n'étais pas très actif donc, sur Facebook. Je réalise que le gars, il est connu, mais moi, il ne le connaît pas. Il ne comprend pas pourquoi, en fait. Péléan vient, non, j'ai vu ce Jean-Yves. Jean-Yves, il a dit, le gars, c'est un petit gars. Parce que tout le monde parle de lui. Donc, c'est pour ça que je lui parle de la vidéo. Et donc, quand elle parle de la vidéo, je dis, faut voir comment on peut, c'est qu'on peut lui donner pour lui dire merci. Pour l'encourager. Pour l'encourager. Donc, on a sorti une somme de 300 000, essaie de voir pour qu'on puisse. Olivia m'appelle que on va ouvrir la Rivera 2. On veut que tu fasses une bon, on n'a pas un gros budget. Bon, on a pensé à quelque chose. On va te donner. J'étais là dans mon cœur. Si elle savait. Bref, donc revenons. Donc c'est comme ça, du coup, moi je vous mets la pression. Je dis d'abord je vais ouvrir une franchise. Vous dites vous n'êtes pas prêt. Et puis je vous appelle. On a traîné combien de mois? C'est pourquoi vous avez traîné? Parce que certains auraient dit, bon, il y a le budget, je prends. En fait, qu'est-ce qui vous faisait peur? Il y a l'argent, le gars veut mettre l'argent. Pourquoi tu... Et puis tu n'étais pas la première personne. On avait plusieurs personnes. Dès l'ouverture, il y a des personnes qui sont venues nous voir, qui voulaient investir déjà. Et donc même quand on est allé à la Riviera 2, il a dit, mais on veut vous accompagner, vous ne voulez pas à quoi vous jouez. Mais on venait de lancer un business. C'est ça. Un business qu'on voulait faire avec du sérieux. On ne maîtrise pas totalement tous les rouages du business. Tu vas aller prendre l'argent d'un investisseur, de quelqu'un. Tu vas venir te mettre une pression inutile. Parce que tu prends l'argent de quelqu'un. Il ne va pas te laisser dormir en paix. Si lui, il se rend compte que tu es en train de gaspiller son argent, franchement, tu n'auras pas le sommeil tranquille. Donc, on s'est dit non, pour le moment, le plan qu'on a mis en place, on peut dérouler ce plan-là sans l'apport de quelqu'un d'autre. Allons-y, maîtrisons tous les contours du business. Après cela, on pourra faire entrer des investisseurs. Donc, chemin faisant, après, tu nous dis, écoute, écoute, comme vous n'êtes pas prêt pour le capital, on va partir en franchise. Donc, on décide d'aller en franchise avec celui de Palm Club. Déjà, même on voulait aller à Trècheville. À Trècheville, oui, d'abord. À Trècheville. Donc, on a commencé à Trècheville. Les discussions avec l'entité là-bas a pris du temps. Donc, après, ça a vite évolué avec Petro Ivoire. Et donc, on allait sur celui de Palm Club. Et là, on a fait maintenant, comment on appelle là, on a déroulé maintenant notre plan stratégique. Et ce plan stratégique-là demande une multiplication des Dabali Express. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui maintenant d'avoir un partenaire, un investisseur qui rentre dans le capital, qui apporte des fonds, mais aussi qui va nous aider aussi dans la gouvernance. Tu vois, parce que c'est un élément aussi très important. C'est-à-dire, moi, Abraham et puis Olivia, on a une vision des choses. On se connaît depuis longtemps. On a une vision des choses. Cette vision-là peut être unijambiste, regarder dans une seule direction. Et puis l'autre, l'investisseur qui vient en apport dans ton capital, lui, il peut voir autrement. Et donc, ça peut vous apporter encore plus de force dans l'argument, dans les arguments, dans les discussions et tout cela, dans la collaboration. Ça peut renforcer encore la gouvernance. C'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Ils se disent, l'investisseur va venir et va prendre leur business. C'est ça. Donc vous avez certainement pensé à ça à un moment donné. Oui, on a pensé à ça. Moi-même, au départ, par exemple, quand les gens venaient et tout, non, on veut ouvrir une franchise. Moi, je leur ai dit, il y avait point. Parce que ça, de franchise là, en fait, on ne maîtrise pas les gens, on ne les connaît pas. On ne peut pas laisser
on a mis notre âme dedans. Il faut que la personne épouse notre vision. On ne veut pas des gens qui voient, c'est vrai, l'argent est bon, mais qui voient, ils se disent, ah, comme ils ouvrent beaucoup, ça marche, non, il y a l'argent dedans, donc on veut. Non. On ne prend pas l'argent de n'importe qui. Donc, il faut savoir choisir avec qui on va marcher. Donc, on prend notre temps. De toute façon, on n'a aucune pression. On n'a pas de pression, on n'a pas besoin d'argent immédiatement, donc on prend notre temps pour se développer. Et c'est quelqu'un dans une franchise comme ça qui nous envoie à Boaké aussi. Tout à fait. Ouais. Ouais. On va pas raconter ça. Il y a eu des leçons à prendre. Il y a eu des leçons à prendre aussi. On l'a jamais vu. C'est quelque chose. On l'a jamais vu. Mais il nous a emmené à Boaké et puis on a pu ouvrir le restaurant de Boaké. Mais tu vois Boaké. qu'avec vous, Jean-Yves, déjà, on a senti ce besoin de donner la force au Made in Africa. De nous accompagner. Honnêtement. Parce que c'est pas juste on veut faire du profit, donc se mettre. Non. On veut impacter, on veut apporter quelque chose, on veut apporter du changement. Et c'est ce qui nous a. Parce que nous, honnêtement, notre but premier en faisant Dabali Express, honnêtement, c'est de générer des emplois. C'est ça. Franchement. Générer des emplois, apporter de la crédibilité à tout ce qui est africain. Parce qu'aujourd'hui, on avait le choix. Nous avons nos moyens. On pouvait aller prendre une franchise d'un truc international facilement. Venir ici, ne pas se fatiguer. Ils vont nous donner toutes leurs procédures, on appliquait. Plutôt que d'aller prendre aujourd'hui, d'aller commencer un business qui n'existe de nulle part, Dabali Express, la cuisine africaine très compliquée, très compliquée, avec les ingrédients au détail près, pour en faire une chaîne, quelque chose qui n'existe pas dans notre pays. C'est difficile de voir un restaurant africain qui a 3-4 restaurants en Côte d'Ivoire, même à Abidjan ici. Difficile de trouver. Un restaurant typiquement cuisine locale. Impossible même de trouver. Donc, si les gens ne le font pas, beaucoup ont essayé. Sûrement que ce n'est pas allé dans le sens dans lequel ils voyaient en fait l'avancée du business. Et nous, on décide pour l'honorabilité de l'Africain. Parce qu'on trouve que nous sommes paresseux, nous sommes ceci, nous sommes cela, de faire en sorte de pouvoir exporter notre cuisine. C'est encouragé. Totalement. C'est encouragé. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Yves, la cuisine chinoise s'exporte partout. La cuisine française, la cuisine américaine, brésilienne, mexicaine. Même la cuisine libanaise est venue s'imposer à nous dans notre pays ici. Aujourd'hui, là, on connaît, on parle arabe tranquille dans les plats là. C'est venu s'imposer à nous. C'est même ancré dans nos habitudes. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas aussi exporter la cuisine ivoirienne ou bien la cuisine africaine en général. Donc, lorsqu'on fait ce plan de développement, on s'est dit qu'effectivement, on a besoin d'apport de capitaux et puis d'apport d'intellect pour nous aider dans notre gouvernance. Donc, celui qui semblait plus sérieux à cette période-là, franchement, c'était vous. Ok. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment vous avez dépensé le milliard en question, où ça part. Mais avant, peut-être un conseil. À quel moment, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, vous pouvez les conseiller de peut-être penser à accepter un investisseur? Parce que vous avez dit quelque chose d'important. Moi, je le vois, les gens, ils ont des idées. Ils m'envoient des business plans à un point fini pour dire de financer leurs idées. On ne finance pas des idées, on finance des entreprises qui existent déjà. Donc, c'est à quel niveau, à quel moment, à quel stade de l'entreprise on peut espérer ouvrir son capital à des investisseurs? Et puis, quels sont les critères qu'il faut regarder pour choisir le bon investisseur? Moi, je pense qu'il faut atteindre une certaine taille de maturité. D'accord. Sinon, tes idées-là sont mal valorisées dès le départ. Parce que, c'est-à-dire qu'une entreprise a un prix qu'on appelle la valorisation, que l'investisseur vient pour payer. Donc, on peut déterminer le prix de l'entreprise. Donc, si tu n'as pas atteint une certaine taille, même moi, je vois des amis banquiers et autres qui me disent que vous êtes allé un peu trop tôt, il fallait attendre un peu, votre prix allait être encore plus élevé. Tu vois, il faut atteindre une certaine maturité, bien valoriser en fait ton entreprise. Comme ça, s'il vient pour prendre 20%, 30%, le capital avec lequel il vient est consistant, ça peut permettre de booster ton business. Vous pensez que pourquoi je vous mettais la pression au départ? C'était pour ça. Parce qu'en fait, pour les personnes peut-être qui ne comprennent pas le terme de rentrer le capital et tout, c'est comme si on a cédé
des parts de notre entreprise à un prix C'est ça, à l'investisseur. Voilà. Donc, on lui a dit qu'aujourd'hui, avec notre maturité et tout, on estime, notre entreprise est estimée à point des milliards. donc, quand on estime ça, donc nous, on décide de vendre une partie. Voilà. Et donc, quand on calcule et tout, ça fait tant. Et après, c'est valorisé. Il y a une expertise qui vient derrière, qui va vraiment analyser ce qu'on a dit là. Parce que c'est pas de dire que je pense que ça fait tel prix. Non, mais c'est vrai. Nous aussi, on fait une analyse de notre côté. L'investisseur aussi fait une analyse aussi pour être sûr que le prix est vraiment réel. Voilà, peut refléter la réalité. Avant de dire, OK, d'accord, j'accepte d'acheter ces parts-là à ce prix-là. D'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'entreprise arrive à une certaine maturité avant d'ouvrir. Il faut maîtriser ton business, tes process, parce que l'investisseur qui vient, il est aguerri en investissement. Il y a des questions qu'il va te poser, des questions pièges. Si tu n'arrives pas à répondre, c'est que tu ne maîtrises pas. Il ne peut pas prendre... Il prend des risques, mais il veut réduire au maximum le risque qu'il prend en venant dans ton activité. Et le fait aussi que votre entreprise était assez structurée, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit. Parce qu'il y a plein d'entreprises dans lesquelles on voulait investir, mais les gars n'ont pas de comptabilité, ils n'ont même pas de compte bancaire. Tout est mélangé. Donc, toi, investisseur, tu te rends compte qu'en plus de ton argent, mais tu vas fournir un effort grave pour structurer l'entreprise. Donc, il faut que le projet soit vraiment performant, intéressant, pour que tu dises que tu vas investir dedans. Et je pense même prendre aussi un prêt bancaire, parle en ta faveur pour que quelqu'un rentre dans ton capital. Ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que voici des banquiers professionnels qui ont une certaine expertise, qui viennent regarder ce que tu fais. Donc, le prêt qu'il t'octroie est un cachet de fiabilité. Voilà, très important. Très important. Donc, vous commencez, essayez de prendre un prêt, même si c'est un petit prêt, et puis après, maintenant, vous allez voir si un investisseur peut rentrer dans votre capital. Et c'est quoi les critères, du coup, qu'il faut regarder pour choisir un investisseur? Parce que c'est pas juste quelqu'un qui va venir pour mettre son argent. Hein. Les Abraham, ils ont souvent les vont pour vendre. Les vont pour vendre. Alors, quels sont les conseils que tu leur as donnés quand nous on voulait investir? Quand vous vouliez investir, bon, on en a discuté, mais c'est le truc déjà, c'est le sérieux de l'investisseur. Parce que il a bien dit, c'est que quand on accepte un investisseur qu'il vienne prendre une part ou bien même payer une franchise, on se dit que cette personne est capable de nous conduire ou bien de nous soutenir dans la vision que nous avons. Exact. Maintenant, l'autre aspect, c'est que normalement, quand on marche avec un investisseur, c'est comme si tu mets ton épaule sur quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Et donc, cette personne ne doit pas être ni un poids, mais elle doit être surtout, le côté sérieux, elle doit être surtout une structure sérieuse qui voit dans la même direction. Parce que lorsque vous voyez dans la même direction, peu importe les arguments que vous pouvez avoir, vous allez toujours vous entendre parce que vous voyez dans la même direction. Et ça, pour moi, c'est clé dans le choix d'un investisseur. C'est très, très important. Choisir quelqu'un qui voit dans la même direction que vous, qui comprend, qui est easygoing. Parce que si tu mets un investisseur trop aguerri et puis qui a un peu de malin dans son esprit, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. Mais vous n'avez pas eu peur à un moment donné que l'investisseur soit trop un poids? Bon, après, ça joue aussi dans le choix. Vous allez prendre la personne qui va aussi vous laisser la possibilité de vous exprimer et de gérer l'opérationnel. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la personne prenne 80-90%, l'investisseur a une certaine qualité, une certaine vision, une dextérité. Il faut que cet investisseur puisse permettre à ce créateur d'entreprise-là d'exprimer en fait cette ingéniosité qu'il a eue dès le départ. C'est ça. Sinon, ça peut tuer en fait l'élan du business aussi. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que notre collaboration marche parce que je connais ma place, vous connaissez votre place et puis même si j'ai des choses à dire, je vais venir d'abord vous en parler parce que c'est vous les fondateurs de l'entreprise. Dabali Express, quand on voit Dabali Express, c'est Olivia même, on voit en même temps. Donc c'est important en tant qu'investisseur parce qu'il y a d'autres aussi qui veulent être investisseurs. C'est important de laisser aussi la place aux entrepreneurs de s'exprimer. Et je pense que quand vous avez dit, c'est d'épouser la même vision qu'eux et ça se passe bien. J'aime ça un truc, c'est une femme qui met un enfant au monde, c'est son enfant. C'est ça. Donc tu suppose que tu viens dans sa vie et que tu veux cheminer avec elle.
c'est quand même son enfant. Donc, tu ne peux pas forcément vouloir que cet enfant-là soit dans quelque chose qu'elle n'épouse pas. Sinon, vous deux, vous allez clasher. C'est pas faux. Donc, du coup, c'est pour ça que lorsque vous deux voyez dans la même direction et que tu arrives à comprendre son mode de fonctionnement, tu sais ta place, elle sait sa place et puis vous pouvez avancer. Parole de sagesse. Hein. Il parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il y a un problème. Et tu bleu goûter. Question maintenant, vous avez fait quoi avec le milliard là? Est-ce que c'est ce que vous avez pris pour payer les Rolex que vous les jolies montres, les jolis produits? Qu'est-ce que vous avez fait de ce milliard? Ça sert à quoi finalement d'accepter un financement ou une prise de participation plutôt? Le milliard, il a été pris pour l'expansion. Voilà, donc c'est un décaissement progressif. Forcément. Voilà. C'est pas comme si on a viré le milliard là sur mon compte. Il y a une autre voiture qui me plaît. Mais bon, on est consciencieux. Et puis aussi, moi je pense que avant même de prendre l'argent de quelqu'un, d'un investisseur, il faut avoir une certaine... comment dire ça? Une certaine sérénité face à l'argent. Maturité. Sérénité aussi. Faut pas entendre des couches et puis trembler. Faut pas trembler devant l'argent. En réalité, cet argent-là sert à quelque chose. Mais si tu trembles, tu rentres dans l'euphorie et que tu prends l'argent pour faire autre chose, dès que même tu vas prendre un peu même, l'argent c'est un piège. Hein. Ouais. Tu vas penser que non, je prends juste un peu et puis après je vais... Non. Déjà, tu te tombes d'objectif. Donc, il faut vraiment rester serein et puis être focus sur ces objectifs. Donc, nous, ce milliard-là, c'est pour l'expansion, c'est pour les ouvertures prochaines. On a déjà un calendrier d'ouverture qui est déjà programmé. Là, on a déjà 4 ouvertures quand même en une année quasiment. Oui, on a Pam Club, Boaké, Aéroport et puis Bergerville. Ça fait déjà 4. Le 1er mars déjà. Voilà. Et on va faire, je pense, une petite pause. Pour essayer de structurer encore plus, continuer dans la formation. Là, je pense qu'Abraham travaille sur un logiciel. Oui. De gestion de stock qui normalement nous permettra de faire tout ce qu'on fait manuellement. Là-dedans. Voilà, pour tirer je dirais même le petit grain de piment. Vous, le gars, déjà, il a pris. C'est lui, vous allez prendre pour gérer stock encore. Ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de savoir, c'est de comprendre que l'investissement ne sert pas à l'entrepreneur. Non. Mais c'est à l'entreprise. C'est à l'entreprise que... L'entreprise va sponsoriser même mon éducation parce que je vais faire encore un diplôme pour encore approfondir, voilà, en tant que chef d'entreprise, parce que moi, mon MBA, je l'ai fait, mais je l'ai fait, j'étais encore élève, je n'avais pas d'entreprise en réalité, tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je dirige une entreprise, j'ai acquis de l'expérience, j'ai une certaine, comment on appelle, il y a une réalité aujourd'hui, un certain réalisme, voilà, face au monde de l'entrepreneuriat. Donc, je vais aller encore, cette année, me perfectionner, pour apporter encore plus voilà, à Dabali Express. Et nos principaux, par exemple, au niveau du management, les principales personnes vont être formées encore. On souhaite, par exemple, faire même partie, faire former notre chef principal à l'étranger. Il y a des choses comme ça qui sont prévues. Mais vraiment pour restructurer les choses. Envoyer des comment on appelle, consultants voilà, en restauration collective et fast-food et tout, pour nous aider dans plusieurs choses. Donc, c'est vraiment faire passer Dabali à un autre. En fait, c'est comme si Dabali a une valeur de 10 000 francs et cet investissement-là doit permettre à Dabali de passer à une valeur de 50 000 francs. Comment 10 000, 50 000 non, fois 10 000 fois 5. On fait fois 10. Non, fois 10. Donc, $1 million. On va dire 10 000, non? Oui, à 100 000. À 100 000. Donc, en fait, il faut bonifier en fait, cette valeur d'entreprise-là. De sorte que ton investisseur aussi voit en fait, son investissement grossir. Voilà. Et puis après, il y a le paiement des dividendes et tout ça qui doivent s'opérer. Voilà. Tout ça. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, du coup, on se demande, mais comment vous payez au final? Comment vous payez aujourd'hui? Vous vivez uniquement de vos business? Oui, on vit de nos business. Moi, Asika Finance, elle a un salaire
à Dabali À Express. Dabali Express. Bon, moi, Pourquoi je vais me mettre un salaire bientôt aussi. Là, ou bien? Parce que là, vraiment, On dit il salaire, m'exploite tu sais, ton trop. visage. Il m'exploite. Je me gère pour le moment. Je pense que là, le milliard, là, on va augmenter mon salaire. C'est pas nous, on décide. C'est pas moi, on décide. C'est moi qui décide. C'est ça. Donc voilà, parce que certains entrepreneurs, ils mélangent beaucoup l'argent de l'entreprise à leur argent personnel. Ouais. Donc Et tout ça, le banquier regarde ça. Hein, Moi, honnêtement, par exemple, l'argent passe jamais devant moi. Hein. Je suis la non, directrice, Dieu merci, mais hein. honnêtement, l'argent passe jamais devant moi. Il n'y a que des chèques qui passent devant moi. Il y a 6 chèques, mais là, on ne passe pas devant moi. Pour dire que... Donc, peut-être la validation, la comptable, elle identifie en fait les besoins. Le service achat vient avec ses besoins. La comptable a un premier niveau de validation qu'elle passe au responsable de l'exploitation, Abraham. Donc, lui, il regarde tous les contours. Une fois qu'il est OK, on dépose sur sa table pour signature. Et puis c'est pour signature. On va bientôt finir. Qu'est-ce que, selon vous, avec tout ce qu'on s'est dit, a contribué finalement au succès de Dabali Express? Quelles sont les 3 clés qui ont permis aujourd'hui à Dabali Express de passer de l'idée à l'entreprise et au succès que Dabali Express a aujourd'hui? Ce qui pourrait permettre à tous les entrepreneurs qui nous écoutent de savoir les points sur lesquels ils devraient être focus pour eux aussi développer leurs idées, leurs projets. Moi, je veux dire un mot-clé, innovation. Innovation. Ouais. Donc, il y a l'innovation qui répondait à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre cible, ce sont les travailleurs entre midi et 2 qui veulent manger rapidement pour aller faire autre chose. Okay? Donc, on a innové à répondre à leurs besoins. Ok. Voilà. C'est bon. Et il y a le sérieux dans le travail. Je croyais que tu avais dit stock. Non, justement, la gestion de stock, ça fait partie du sérieux dans le travail. Il y a vraiment le sérieux dans le travail. Et je vais même ressouligner quelque chose qui a beaucoup circulé dans ce temps et dans lequel on a vu notre DG parler, on disait avec émotion, mais au fait, on y met notre tout là-dedans, sérieusement, parce qu'on y croit. Et sans le sérieux, je ne pense pas que Dabali serait là où Dabali est aujourd'hui. Et même pour tous ceux qui ont été au stade, hein, ils nous ont vus, Abraham, Olivia, moi, au service. Même toi, Jean. Même moi, de temps en temps, moi j'ai vu. Même toi, j'arrive. Aller au 4e à IBMP, aller à 6h du matin, rentrer à 2h du matin, à servir les clients dans toute la fatigue. Ça, en fait, on montrait aux autres non seulement le sérieux, mais la passion que nous avons pour le business que nous faisons. Nous y croyons, c'est pour ça que nous sommes là. Et puis on montrait aussi aux autres le client auquel... En fait, honnêtement, on n'a même pas besoin, d'être là-bas. Oui, c'est vrai. On pouvait juste aller s'asseoir et puis regarder nos matchs tranquilles. Mais on allait à 6h avec nos équipes. On quittait à 2h du matin avec nos équipes. On avait la main à la pâte avec nos équipes. Parce qu'on voulait s'assurer que toutes ces personnes-là qui allaient être là-bas aient vraiment un service exceptionnel. Il y a un qui criait sur nous, il y a eu tous les modèles. Mais bon, on était là, on a travaillé parce qu'on est dirigé par la passion. Nous sommes passionnés. Ce projet-là, il nous tient à cœur. On y met toutes nos tripes. Vraiment, on y croit à fond. On sacrifie notre temps familial, on sacrifie notre sommeil, on sacrifie d'énormes ressources financières, beaucoup de choses pour ce projet-là. Donc, c'est un projet vraiment, vraiment, vraiment qui nous tient à cœur. Et l'objectif, ce n'est pas de nous enrichir. L'objectif, c'est de relever ce côté culinaire ivoirien, pouvoir l'exporter pour que ce soit une fierté nationale, cette fierté ivoirienne. Chemin faisant, si on le fait bien, que Dieu décide de nous bénir, Dieu merci. Chemin faisant. Mais forcément, l'argent rentre en tout cas. Oui, et créer de la richesse aussi. Quand vous regardez toutes les entreprises que nous avons créées, il y avait de l'innovation. Il y avait répondre à un besoin. On n'a jamais créé quelque chose qui existait déjà. C'est vrai. Même en partant dans le textile, c'est vrai qu'il y a des magasins d'habits existaient, mais réfléchir à dire qu'on capte nos prix à maximum 15 000, c'était un concept. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne veulent pas porter un habit plus de 2 fois. Donc, venir avec quelque chose qui est abordable, ça répondait vraiment à ce besoin-là. Si vous voyez même au niveau des SICA Finance, on vient avec l'actualité économique écrite avec des analystes, des journalistes économistes qui n'existaient pas auparavant. Et venir même avec une base de données que nous vendons aux professionnels de la finance
C'est quelque chose qui n'a jamais existé ici. Donc, chaque entreprise que nous avons mis sur pied a toujours été dans l'innovation, dans le but de permettre à l'Ivoirien de se sentir fier, à l'Africain de se dire que oui, nous les Africains aussi, nous le pouvons. C'est bien dit. C'est tellement bien dit. Et on va terminer par ça. Tu as parlé de sacrifices. Je pense que vous faites énormément de sacrifices pour Dabali Express, pour vos autres projets. Et moi, je le vois. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce niveau de sacrifice-là que finalement, quand il y a des critiques un peu exacerbées, ça touche forcément le cœur, ça pousse à réagir? Parce que ces derniers temps, surtout pendant la CAN, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Dabali Express a été le seul restaurant à avoir tout le marché de la CAN, alors que c'était pas ça. Donc peut-être que vous pouvez même peut-être éclairer cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que vous êtes parti à arracher tous les contrats de restaurants à la CAN, alors que peut-être c'était pas le cas. Donc forcément, quand il y a toutes ces choses négatives, on l'a dit, c'est le trop-plein qui fait que finalement on réagit. Mais votre niveau de sacrifice est tellement grand que forcément, derrière, quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, pas tout le temps qui sont dites, ça peut toucher. Donc pour revenir à la CAN, est-ce que Dabali avait vraiment tout le marché de la CAN au final en termes de restauration? Effectivement, c'est le trop plein de choses qui touchent, voilà, et qui créent des réactions. Parce qu'il faut dire que l'accumulation de plusieurs choses, comme tout à l'heure je l'ai dit, ça peut créer un trop plein et un ras-de-bol, voilà. Dabali n'a jamais eu tout le marché de la CAN. Ça n'a jamais été dit par moi, ni dit nulle part d'ailleurs. Et les personnes qui étaient sur les stades ont bien vu qu'il y avait plusieurs restaurateurs sur les stades, des gens qu'on ne connaissait même pas. Nous-mêmes, on était excentrés quelque part dans notre coin tranquille. On s'occupait de nos affaires. Donc, pour dire qu'il y avait du monde. Donc, par exemple, moi, je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux juste pour des allégations qui n'existaient même pas. Mais je n'ai pas réagi. Parce que je me suis dit, tu réagis pas, tu prends le bon blason, c'est la publicité. Et dans ça là, dans cette information qui n'était pas vraie là, on aurait pu avoir des marchés même parce que les gens pensaient qu'effectivement on avait tout le marché de la CAN, alors que c'était même pas vrai. Voilà. Parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un post où j'ai dit Dabali Express sera présent pendant toute la période de la CAN sur les stades. Ah, c'est ça qu'ils ont Écoute bien la phrase. Sera présent pendant toute la période de la CAN sur les stades. Ça ne veut pas dire que c'est nous, on a rempli tout stade là, qu'on ne peut pas pour tout le monde. Ça ne veut pas dire ça. Ça a été transformé, ça a été interprété, les gens ont dit toutes sortes de choses. Comment on peut donner un seul marché à une seule personne? Oui, c'est de la gabégie, oui, c'est des couloirs. Pourtant, il n'a jamais été question de ça. Nous, on était dans notre coin, on ne voulait même pas à la base même être dans les histoires même de CAN, pas du tout. On n'avait fait aucune démarche envers quelqu'un. Donc c'est eux qui viennent vers vous. On nous a fait un appel pour nous dire que voilà une opportunité et tout. Est-ce que vous voulez vous essayer à ça? On a dit bon, on ne paie rien à s'essayer à ça. On a fait un test d'essai. Les gens ont apprécié notre professionnalisme, ont apprécié notre façon de travailler et puis nous ont reconduit. On a reconduit un appel d'offres. Voilà, comme plusieurs autres restaurateurs. Et puis finalement, on a été retenus et puis on était sur quoi? On était sur le stade de Boaké, sur le stade de BMP et puis Félicia. Donc c'est trois stades. On n'est pas allé, on a eu l'opportunité d'aller sur plusieurs autres stades. Mais bon, puisqu'on n'a pas de restaurant dans ces stades-là, on n'a pas voulu déployer de la logistique. Voilà, on n'est pas de restaurant dans ces villes-là. On n'a pas voulu déployer de la logistique et tout, parce qu'on tenait vraiment à pouvoir avoir aussi une visibilité sur ce qui allait se passer dans les stades. Voilà. Okay. Aujourd'hui, je me dis peut-être que l'amour que les Ivoiriens ont pour Dabali Express fait que quand quelque chose touche à Dabali, il y a peut-être une exagération souvent. Dabali Express chaud, hein. Ok. Dernière question. Est-ce que vous pensez finalement aujourd'hui avoir réussi? Je pense qu'on est dans un processus. On est dans un processus. Non, on n'est pas au stade de Bill Gates ou bien de Dangote. Donc tant qu'on n'est pas à ce stade-là, on fait notre petit bout de chemin. On n'est pas encore arrivé. Oui, comme il l'a dit, moi je pense que après ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle la réussite. Moi honnêtement, je suis satisfaite de ma vie familiale, satisfaite de faire un travail que j'aime. Je suis épanouie dans mon activité, je suis épanouie dans ma vie. Pour moi, c'est la réussite, franchement. J'ai pas de problème. Je n'ai jamais rêvé d'être multimilliardaire ou même de me promener, de prendre bateau qui s'envole. Bon. Non,
Vraiment, c'est pas chacun. Moi, je rêvais d'avoir ma famille, d'avoir un travail où, par exemple, moi, je savais que j'aurais jamais pu travailler pour quelqu'un, par exemple, dans un bureau, mais dans l'administration, parce que j'ai une personnalité qui est très atypique, très spéciale. Je suis très méga énergique. Elle cherche les mots. Je suis, en fait, non, faut pas te donner de direction. Dans le jargon, je suis ouais. Okay. Donc, ça c'est depuis l'enfance, je suis comme ça. Je suis hyper active, j'aime bouger, j'aime être en train de tourner partout. Donc, j'aurais jamais pu être dans une activité qui allait être carrée comme ça, dans un box. Donc, honnêtement, je suis épanoui dans ce que je fais parce que Dieu m'a orienté vers ma destinée entrepreneuriale, ma destinée professionnelle. Je m'épanouis dedans. Et pour moi, ça, selon moi, c'est une réussite. Bien. Et toi, Abraham? Je pense que la réussite s'apprécie tous les jours. Et c'est toujours basé sur une mesure qu'on se donne. Moi, quand je regarde Dabali 2021, Dabali 2022, Dabali 2023, je vois qu'on progresse. Ouais. Et chaque fois que tu regardes derrière, tu sais que tu as accompli quelque chose. On est loin de... Donc, vraiment, je pense que dans l'appréciation de cette chose qu'on a accomplie là, je me dis qu'on réussit tous les jours, mais on réussira encore mieux demain. Exactement. Oh, quelle sagesse. Rempli de sagesse. Proverbe. Non, mais c'est à toi-même que j'ai envie de demander le mot de la fin. Donc, quel serait chacun votre mot de la fin pour tous ces jeunes qui vous regardent, que vous inspirez, qui veulent faire comme vous, qui veulent aussi créer de grandes entreprises, qui veulent changer l'Afrique, qui veulent changer le monde? Quels sont les conseils que vous pourrez leur donner? Moi, je dirais que déjà pour pouvoir créer une entreprise, il faut avoir le souci de vouloir résoudre le problème de ta communauté. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir qu'il y a des besoins. Et si vous avez le souci de vouloir répondre à ces besoins-là, moi, je crois fermement qu'avec ce souci que vous avez, Dieu télécharge en vous une certaine création pour répondre à ce besoin. Parce que pour que quelqu'un s'élève pour avoir l'idée de créer une voiture, un avion, un vélo, vraiment, je ne pense pas que ça vienne du cadre humain. C'est surnaturel. Mais surnaturel, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu, à un moment donné, ils ont eu le poids de résoudre le problème de déplacement de l'humain. Tu vois? Donc, si vous avez ce besoin-là en vous, vous allez avoir comme une étincelle qui vient dans votre esprit pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est ça d'abord qu'il faut avoir. Il ne faut pas aller dans l'entrepreneuriat dans le but en se disant que je vais être comme Olivier Angola, je vais être comme Daniel Agré, ou bien je vais être comme tel ou tel, je veux réussir, je vais être riche. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut aller en vacances plus facilement. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut prendre l'argent qu'on veut dans son entreprise. On ne souffre pas, ça va très vite. Bon, aujourd'hui, quand vous regardez en matière technologique, tout le monde veut créer une plateforme. C'est quoi? Tu te différencies des autres de quoi? Donc, il faut avoir ce souci-là de répondre à un besoin. Et tu travailles dans ce sens-là pour améliorer la vie de ta communauté. Plus tu vas avancer, si tu réussis effectivement à répondre à ce besoin, c'est la somme de tout ceci qui va te permettre en fait d'avoir les ressources nécessaires. Quand vous prenez Bill Gates a voulu effectivement créer un ordinateur que tout le monde entier dans le monde pouvait utiliser. Quand tu prends Facebook, il a voulu créer une communauté de sorte que, quel que soit où tu te trouves dans le monde, vous puissiez communiquer ensemble. Au départ, résoudre le problème de communication de son université, et puis après, il a étendu. Donc, si vous avez ce souci-là, et c'est ce souci-là qui sera dans lequel vous serez emprisonné, à travailler durement parce que vous voulez aider ceux qui sont autour de vous, vous voulez aider le monde entier. Donc, tant que vous n'avez pas ça, vous ne serez pas un entrepreneur vraiment aguerri, affranchi, selon moi. Voilà. Merci Daniel. Olivia, tu veux rajouter un truc? Oui, moi c'est de dire que vraiment, quand on veut être entrepreneur, il faut pouvoir aussi accepter de porter le poids de beaucoup de choses, voilà. Et se dire que ça vient avec son lot d'échecs. Il faut déjà être conscient qu'on va vivre des échecs. Ça, il faut l'accepter. On va passer par ça en tout cas. On va passer par ça. Ça, c'est forcé.
Parce qu'après les échecs, là, on échoue un peu chaque jour. Hein. Un échec, ça dépend de la dimension de l'échec. Il y a des petits échecs, il y a des échecs moyens, il y a des grands échecs. Mais chaque jour, il y a des choses qu'on échoue. Mais c'est comment vous tournez cet échec-là en leçon pour pouvoir avancer. Donc, il faut déjà avoir ce mindset de se dire que je serai confronté à des difficultés, à des échecs. Je me sentirai très souvent seul. Mais ce qui va me motiver, c'est cette vision-là que j'ai, à laquelle je vais m'accrocher pour continuer, même quand je suis confronté à un échec. Donc, il faut avoir un mindset vraiment de quelqu'un qui accepte de savoir qu'il va échouer, mais que ces échecs-là ne seront pas une fatalité. C'est ça. Mais au contraire, comme un ressort ou bien un trampoline, en tout cas, pour pouvoir mieux aborder les prochaines réalités. Super. La sagesse maintenant. Merci. Ton dernier mot. Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Ils ont vraiment tout dit. On n'a pas tout dit sur un proverbe. Un mot aussi d'Abali. Dis, sors-nous un proverbe. Ok, je vais sortir un proverbe. Quand un enfant naît, il commence par marcher à 4 pattes. Ouais. Après, il marche normalement. Et après, il peut courir. Donc, entreprendre, c'est aussi le même circuit. Il y a quelqu'un qui a une vision qui t'impacte cette vision. C'est Dieu qui t'impacte cette vision. Tu nais avec. Et quand tu nais avec, tu vas déjà faire les 4 premiers pas. Et dans ce circuit-là, si tu comprends la vision que tu as et que tu comprends que c'est le but de répondre aux besoins de ceux qui sont autour de toi, tu pourras plus facilement marcher et après courir. Mais si tu ne comprends pas la vision et que pour toi, ce que tu as ou ce que tu veux faire, c'est simplement faire de l'argent, déjà, tu n'as pas de vision. Donc, tu es déjà mis de côté. Donc, entreprendre, un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est en train de créer, sinon de mettre en place quelque chose qui va répondre à un besoin et pour lequel il va suivre un circuit qui est le circuit de tous les jours. C'est-à-dire, il va tomber, il va devoir se lever, il va un moment marcher parce qu'il garde la vision en tête et il va un jour courir. Et je pense que nous, d'Abali, nous, on veut courir. Et on va courir. On va courir, très bien dit. En tout cas, merci à vous trois. Merci à toi, Abraham. Merci Daniel. Merci Olivia. On souhaite bon vent à Dabali. En tout cas, on y travaille tous. Moi, je suis très content de faire partie de cette histoire. Vous savez, je suis prêt pour vous. Et vraiment, je pense que Dabali va vraiment être le résultat de tout ce que nous avons toujours rêvé. Pouvoir montrer que des Africains peuvent se mettre ensemble pour créer quelque chose de grand. On nous a trop dit qu'on ne peut pas faire. Là, on est en train de montrer qu'on peut faire. En tout cas, merci d'avoir accepté de passer par ici. Et à vous également, je vous dis merci. J'espère que vous avez adoré ce podcast. Si vous voulez que Daniel revienne pour nous parler que de financement, dites-le dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À plus.